L'opposition camerounaise fait front commun pour réformer le système électoral. En date du 1er avril 2021, plusieurs poids lourds de l'opposition politique camerounaise se sont réunis autour d'une charte visant à rééquilibrer le jeu électoral. Une première depuis des décennies. Réussiront-ils dans cette démarche et que prévoit la loi à ce sujet? Telle est la première articulation de notre débat du jour. Nous parlons en second plan de la Covid-19, le vaccin anti-Covid-19 pour l'Afrique. Où en est-on entre théorie du complot, manque de confiance en le gouvernement ou encore communication défaillante? Le scepticisme vis-à-vis de ce vaccin anti-Covid-19 gagne du terrain en Afrique. Nous parlons également de l'investiture du président centrafricain Faustin-Archange Touadéra pour ces 5 prochaines années. Quels sont les défis auxquels il sera confronté? Nous parlons aussi de l'acquittement de l'ex-président ivoirien Laurent Gbagbo et de son homme de main Charles Blé Goudé. Madame, Monsieur, bonjour. Vous êtes sur Cam10 Télévision pour le cadre du grand débat, le débat du jour. Je vous présente donc mon panel constitué de Monsieur Pierre Cédric Essomba. Bonjour. Bonjour Linda. C'est toujours avec un grand plaisir de venir sur votre plateau pour partager ensemble et essayer aussi de questionner les problématiques liées justement à notre ère. Donc je saisis l'occasion pour saluer mes copanélistes, sans oublier vos techniciens qui sont au four et moulin pour que nous soyons en interactivité avec les téléspectateurs, ô combien nombreux. Je salue aussi ces millions de téléspectateurs. Je pense que je serai peut-être à la hauteur des problématiques ou bien des thématiques qui sont inscrites à l'ordre du jour. Merci. À ma gauche, je vous présente celui qu'on ne présente plus, notre consultant Hassan Frappon. Bonjour, bienvenue une fois de plus sur notre plateau Cam10 Télévision. Bonjour Linda, bonjour à tous les téléspectateurs de Cam10 Télévision et plus particulièrement du grand débat. Bonjour à mes différents copanélistes. Après une trêve indépendante de notre volonté, je suis heureux de retrouver ce flamboyant plateau du grand débat. J'espère que nous allons pouvoir donner satisfaction à nos différents visionneurs qui de plus en plus sont nombreux. Merci, cher consultant. Tout juste après, je vous présente Monsieur Martial Bessala, communicant du RDPC. Bonjour. Bonjour, madame. Permettez-moi de retirer mon masque. Vous savez, nous sommes en temps critique de pandémie à coronavirus et puisque la distance est bien respectée dans vos studios, je vous en félicite. Je peux me permettre de le retirer. Merci à vous, merci pour cet accueil, merci à tous les téléspectateurs de nous regarder, internautes, tous ceux qui sont scotchés. Joyeuse fête de Pâques à tous les chrétiens et tous ceux qui y croient, africains comme dans le monde entier. Je suis toujours très honoré à chaque fois que je suis convié, mandaté mais accepté par votre chaîne pour participer dans cette grande plateforme qui monte et qui se hisse, qui se confirme comme étant ce laboratoire de participation à la construction de notre démocratisation, de notre belle nation, bien évidemment, et étant dans le disciple politique du président Paul Biya, lui qui a donc fait ce serment historique en 90 de laisser un Cameroun démocratique et prospère. Nous sommes là pour participer à cette démocratie. Alors je vous remercie, je suis toujours très honoré. Merci, fidèles téléspectateurs. Le temps pour nous de marquer une pause. Prenons le round-up de l'actualité de la semaine qui nous est présenté ici par Roland Duncil. C'est une première depuis des décennies. L'opposition camerounaise fait front commun pour réformer le système électoral. En effet, les leaders de 7 partis politiques, dont le MRC, le PCRN, le STF et bien d'autres, ont signé un communiqué conjoint le 31 mars 2021 et donné une conférence de presse le 1er avril dernier à Yaoundé
pour informer l'opinion de leur mise en commun pour une réforme consensuelle du système électoral. Les partis signataires du communiqué assurent le peuple camerounais de leur engagement à aller jusqu'au bout de leur démarche, comme on peut le lire dans le document signé parvenu à notre rédaction centrale. Toutefois, cette coalition, entre guillemets, ne réjouit pas toute la population et d'ailleurs, le Rassemblement démocratique du peuple camerounais, RDPC, parti au pouvoir depuis 1985, a tôt fait de réagir par le biais de son secrétaire national à la communication, le professeur Jacques Famdongo, qui dans un communiqué a tranché net, je cite, « Le code électoral en vigueur ne subira aucun changement en dehors d'un vote à l'Assemblée nationale. » Fin de citation. Parlons Covid-19. Des programmes de vaccination sont actuellement en cours en Afrique, soutenus par l'initiative internationale de COVAX, visant à aider les pays les plus pauvres à s'approvisionner. Les livraisons de vaccins dans le cadre du programme COVAX ont commencé en février et la plupart des pays d'Afrique se sont engagés. Toutefois, une poignée de pays africains ne participent pas au programme COVAX pour diverses raisons et d'autres se sont procurés des vaccins en dehors du programme. Au Cameroun, le gouvernement avait annoncé qu'il ne va pas utiliser le vaccin anti-Covid AstraZeneca, une décision qui est intervenue après celle similaire de plusieurs pays européens où de graves complications sanitaires ont été enregistrées à la suite de l'injection de ce vaccin. Cependant, l'Organisation mondiale de la santé, OMS, a déclaré dans un communiqué qu'il n'y a pas de raison de ne pas utiliser le vaccin d'AstraZeneca. Et l'Agence sanitaire de l'ONU de corroborer en disant, je cite, « Les avantages du vaccin d'AstraZeneca dépassent de loin les effets secondaires constatés. » Fin de citation. Au vu de cela, l'on se demande alors si le Cameroun va plier et accepter les 1,7 million de doses à lui destinées. Il est bon de noter qu'à ce jour, le Cameroun a enregistré à peu près 42 286 cas de Covid-19, dont 633 décès. À l'étranger, un ouf de soulagement, c'est ce qu'ont exprimé les proches de l'ex-président ivoirien et celui de son ancien ministre le 31 mars dernier. En effet, la chambre d'appel de la Cour pénale internationale a confirmé l'acquittement de Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé. Poursuivis pour crimes contre l'humanité en Côte d'Ivoire, la chambre de première instance de la CPI avait acquitté ces deux citoyens le 15 janvier 2019, mais la procureure de la dite instance, Fatou Bensouda, avait fait appel de ce jugement. Finalement, c'est mercredi 31 mars dernier que le jugement a été confirmé, définitif et toutes les charges annulées. Voici l'essentiel des faits qui ont alimenté cette semaine qui s'achève. Des faits qui seront vus et revus par les panélistes du grand débat. Il ne reste plus qu'à vous souhaiter à tous un bon débat et heureuse célébration de la Pâque. Merci à toi, Roland Dentil. Chers téléspectateurs, nous nous excusons pour l'absence de notre quatrième panéliste représentant du Social Democratic Front qui, pour des raisons peut-être ne dépendant pas de sa volonté, n'a pas pu honorer à ce rendez-vous de ce dimanche. Bien, nous allons entrer dans ce débat avec l'acquittement de Laurent Gbagbo et de son homme de main, Charles Blé Goudé. Je vais me tourner vers vous, Monsieur Pierre-Cédric Essomba. Alors, l'ex-président ivoirien a été acquitté par la CPI. Alors, que prévoit son retour en Côte d'Ivoire en ce qui concerne la vie politique? Est-ce qu'il va refaire surface ou alors va-t-il se retirer? Non, le temps est le véritable tribunal de l'histoire, tel qu'on le dit souvent. Nous savons bel et bien la Cour pénale internationale depuis un certain nombre d'années fait l'objet d'une polémique par rapport à ses opérations, par rapport à son déploiement en ce qui concerne des questions liées à ce qu'ils ont qualifié de crimes contre l'humanité, crimes de guerre. C'est d'autant plus que dans la manière de fonctionnement de cette Cour,
on voit bel et bien que c'est une cour où il y a une ambivalence, plus que certains acteurs qui font l'objet de plusieurs enquêtes ne sont pas justement inquiétés par le fait de ce qu'on appelle la puissance. C'est-à-dire que les grandes puissances au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale ont établi un certain nombre de structures dominantes par rapport aux pays faibles, ce qu'on a qualifié de pays du tiers-monde. Et c'est dans cette logique-là que la CPI, avec le traité de Rome, en 1998, on a mis sur pied cette structure judiciaire qui est censée mettre en place, qui est censée quand même de faire manifester une certaine équité. Malheureusement, donc, on voit bel et bien que ces grandes puissances détentrices de la bombe de dissuasion ne font pas partie de cette cour. Vous voyez donc bien que sur le plan fondamental, on voit bel et bien que le débat est biaisé. On a tendance à croire que la Cour pénale est beaucoup plus visée, orientée pour dominer et par rapport à certains intérêts économiques, géopolitiques, pour dominer certains pays et intimider les présidents africains. Donc, c'est le moment, le procès de M. Barbeau montre bel et bien la vraie face de la Cour pénale internationale. Quelles sont les visées de cette Cour? On voit bel et bien que c'est une Cour coloniale. Il revient maintenant au peuple africain, aux leaders africains, de repenser leur appareil judiciaire. On ne dit pas que lorsque les actes sont posés, il faudrait que les intéressés soient saisis. C'est-à-dire qu'on rende justice, mais il faudrait que cette justice soit équitable. En ce qui concerne le cas de M. Laurent Barbeau, nous savons bel et bien, j'aime à le rappeler, certains auteurs ont eu à démontrer, depuis l'avènement de M. Barbeau en Côte d'Ivoire, l'acharnement sur ce monsieur par rapport à ses prises de position liées justement aux questions de souveraineté de son État. On a donc politisé, actuellement cette cour devient une cour politique où on fait un règlement de compte. Et le temps nous donne raison à ce que la vérité est en train d'éclater au bout du jour. Donc, son retour éminent en Côte d'Ivoire, M. Laurent Barbeau doit se saisir et essayer un peu de souffler un peu. Vous savez bel et bien que M. Ouattara qui est aux affaires ne va pas se laisser faire puisqu'il continue à avoir ses intentions de conserver son pouvoir politique. Donc, c'est une libération qui, justement, doit traduire une certaine volonté, une certaine interpellation des dirigeants africains pour que nous-mêmes nous puissions établir ou bien mettre en place une cour africaine pour juger de manière équitable les fauteurs de troubles ou bien ceux qui sont soupçonnés d'avoir commis tel ou tel crime. D'accord. Parlons donc, continuons dans cette lancée, parlant de l'acquittement de Laurent Gbagbo et de son homme de main Charles Blé Goudé. Est-ce que, monsieur, je m'adresse maintenant à vous, monsieur Martial monsieur Martial Bessala, est-ce que cet acquittement affaiblit la Cour pénale internationale la Cour pénale internationale de justice? Oui, je souscris à une partie de l'analyse de mon copanéliste. C'était un procès politique, ça c'est clair. Toutes les résolutions le démontrent d'ailleurs. Maintenant, c'était aussi un procès historique. Vous savez qu'aujourd'hui, l'Afrique et l'Occident doivent arriver à un moment de l'histoire où des générations africaines expriment ouvertement, demande et réclame à ces puissances-là de solder le passif historique et se demander si aujourd'hui on va continuer dans un système où, voyez-vous madame, en Afrique, comme je le dis toujours, ça ne plaît pas à beaucoup. Ceux qui travaillent sont bien mal payés, mais en même temps, à cause de nos ressources naturelles, on paye les chômeurs en France. Voilà déjà une problématique. Alors, M. Gbagbo pose la question claire et nette. En passant, c'est l'élève politique du président Paul Biya. Bon, c'est une discrétion. Donc c'est son mec politique, il a toujours dit. Et qu'il pose cette question qu'en tant que panafricaniste, même si moi je suis africaniste, un peu plus que panafricaniste, se pose la question de savoir, après des siècles, est-ce qu'aujourd'hui l'Afrique va toujours rester ce continent-là qui est resté victime, qui a excusé l'esclavage, qui a excusé l'impérialisme, qui a excusé la colonisation, aujourd'hui excuse encore les nouvelles idéologies qu'on a consignées dans ce qu'on appelle le néocolonialisme aujourd'hui. Est-ce qu'on va continuer de cette façon-là sans pouvoir
mettre en place une certaine autonomie d'une Afrique qui est riche mais pourtant pauvre. Le paradoxe là est clair. Ce monsieur a posé des actes en Côte d'Ivoire sur le plan économique, il est économiste en passant, et que son livre de chevet était bien évidemment inspiré sur celui du président Paul Biya, et il a pris sur lui d'organiser dans ce qu'ils ont appelé avec monsieur Kadhafi une certaine révolution douce, institutionnelle, politique et diplomatique d'une Afrique qui peut s'affirmer avec ses propres institutions. Il a parlé d'une institution judiciaire tout à l'heure. Il faut dire qu'il existe une Cour africaine des droits de l'homme et des peuples qui juge depuis sans pouvoir le faire. D'ailleurs, Hissène Habré, qui est au Sénégal actuellement, ça me plaît encore plus que d'aller mourir en Occident. Alors il est au Sénégal, il revient quelquefois au Tchad, et qu'aujourd'hui on se pose la question: est-ce qu'il faut toujours victimiser cet Occident-là? Il nous a fait du mal, c'est vrai. Ils sont conscients, bien évidemment, que sans l'Afrique, ils ne peuvent rien. Mais aujourd'hui, quand on regarde le cas Gbagbo, je suis au regret de dire que les Africains ont sacrifié leur propre fils. Pourquoi je le dis? C'est la Côte d'Ivoire. Nous sommes en Afrique. Un Africain, soi-disant, je suppose encore, M. Ouattara, qui a envoyé son frère africain devant les Blancs à la haie. Nous ne sommes plus en Afrique, regardez le paradoxe, et que de ce côté, il y avait une dame africaine qu'on appelait Fatou Bensouda qui pilotait ce dossier-là, qu'il fallait donc, je ne sais pour quelle raison, c'était on dit qu'elle a pris des pots de vin, je n'ai pas de preuves, je ne peux pas le confirmer, et que de ce côté, elle a décidé d'en découdre, voyez-vous, de découdre avec son frère africain, Laurent Gbagbo. Et quand la Cour, en instance, décide de l'acquittement, cette dame encore pilote le dossier en disant, elle fait appel contre son propre frère, M. Gbagbo, en disant que ce monsieur ne peut pas être acquitté, il doit être condamné, on doit ouvrir d'autres procès. Parce que pour elle, elle dit, elle n'a pas bien fait l'enquête. Et que de ce côté-là, c'est les Blancs qui disent que non, ce monsieur est acquitté. Voyez-vous le paradoxe? Parce qu'à chaque fois, on va accuser le Blanc. M. Gbagbo, donc aujourd'hui, arrivé de ce côté, pendant qu'il a la haie, son frère africain, comme M. Ouattara et ses autres frères ivoiriens, organisent un autre procès et le condamnent à 20 ans. Bien, monsieur Martial Bessala, nous y reviendrons. Ouais. Autant pour nous de passer la parole aussi à notre consultant par rapport à la question évoquée. Effectivement, voici donc 10 ans de procès sans résultat final. Et je pense que l'acquittement de M. Gbagbo, l'acquittement définitif, il faut le dire, de M. Gbagbo et de Charles Blé Goudé montre au monde la face hideuse de ce qu'on peut appeler la Cour pénale internationale. De mon point de vue, ce sont des institutions aux ordres. Et je l'ai toujours dit, ce sont des institutions au service du prolongement du néocolonialisme, du prolongement de l'hégémonie des peuples occidentaux sur les peuples africains. Et tant que les Africains n'auront pas pris conscience de ce qu'ils doivent eux-mêmes mettre sur pied, des institutions internationales, des institutions panafricaines qui garantiraient leur souveraineté, je pense qu'ils vont continuer de subir de telles injustices. Parce que en réalité, pendant ces 10 ans où on a intenté contre le président Gbagbo, un procès qui finalement n'a ni tête ni queue, il aurait pu servir à quelque chose. Mais à quoi aura-t-il servi? Je pense qu'il devrait même intenter un procès contre la Cour pénale internationale pour avoir fauché 10 années de sa vie. Et puis finalement, on peut établir un lien entre le départ de Madame le procureur Fatou Bensouda et l'acquittement définitif de M. Laurent Gbagbo. Parce que finalement, on voit que c'est elle qui tenait les ficelles. Peut-être qu'elle aux ordres des puissances cachées dans l'ombre, mais on voit très clairement que c'est son départ qui favorise l'acquittement définitif de Madame Fatou Bensouda, de Laurent Gbagbo, autant pour moi. Mais la question finale qu'il faut se poser, c'est: il y a bien eu crime en Côte d'Ivoire. Là, nous sommes d'accord. Après les élections, la crise post-électorale a connu de nombreux crimes. Si Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé sont donc acquittés, ne sont pas reconnus comme coupables de ces crimes, la question finale, c'est: qui est donc responsable de ces crimes? Il faut donc que la Cour pénale internationale nous dise à la fin qui est responsable de ces crimes, puisqu'il est prouvé, ou bien on n'a pas pu démontrer la responsabilité, la culpabilité de Laurent Gbagbo et de Charles Blé Goudé. Maintenant, nous attendons donc qu'on nous dise qui était le véritable responsable de ces crimes. Parlons de responsabilité des crimes contre l'humanité. Nous soulevons aujourd'hui le cas de l'investiture de Faustin Archange Touadéra. Là-bas aussi, il y a eu des exactions qui ont été commises. Et donc, en date du 18 mars, le président centrafricain a instauré un dialogue excluant le parti de l'opposition. Est-ce que maintenant qu'il a été investi, on peut avoir une possibilité de change en ce qui concerne la paix en Centrafrique?
Vous savez, la Centrafrique, c'est de mon point de vue un cas particulier. C'est quand même près de 60 ans de crise. C'est quand même près de 60 ans de coups d'État, un cercle vicieux de coups d'État où on va d'un chef de l'État qui arrive au pouvoir par un coup de force et qui est remplacé par un autre par un coup de force. Dans ce sens, l'investiture du président Faustin Archange Touadéra, il faut le dire, est un événement. C'est un événement, sauf que maintenant qu'il est investi, son premier défi est un défi sécuritaire. Il faut pacifier ce vaste pays qui est encore contrôlé majoritairement par des groupes rebelles. Parce qu'il faut le dire, le gouvernement centrafricain ne contrôle pas plus de 40% du territoire, je dirais même pas plus de 30% du territoire national. Et donc, il faut effectivement que le président relève ce défi de sécuriser l'ensemble du territoire national. Maintenant, après son investiture, ou bien avant même son investiture, il a instauré un dialogue excluant encore une partie de l'opposition. Bon, est-ce que finalement ceux qui sont exclus ne vont pas constituer de nouveaux groupes rebelles pour revenir à l'assaut afin d'évincer le président nouvellement élu? Nous ne le souhaitons pas, bien sûr, mais une lecture objective des faits nous amène quelque peu à être pessimistes et à penser que les jours à venir ne seront pas fondamentalement heureux pour la République centrafricaine. Bon, heureusement, l'État bénéficie quand même du soutien de quelques alliés, parmi lesquels le Cameroun, qui a envoyé quelques éléments dans la force mixte de la Russie également, mais il faut aussi indiquer le jeu trouble que peuvent faire certaines puissances occidentales, parce qu'aujourd'hui, la Centrafrique est quand même devenue un terrain, un champ de bataille entre la France, qui considère la Centrafrique comme sa chasse gardée, et la Russie, qui est en train justement de s'insérer, de s'installer et de devenir une nouvelle puissance dans ce pays. Donc, à la lecture de tous ces éléments, on peut penser que les jours à venir ne seront pas fondamentalement heureux, et que la tâche du président Faustin Archange Touadéra ne sera pas aisée. Bien, fidèles téléspectateurs, avant d'entrer dans le premier thème de notre grand débat du jour, je vous propose de prendre une toute petite transition, le temps pour nous de souffler un tout petit peu. Nous l'avons dit en entame de notre émission, plusieurs partis d'opposition se sont réunis dans le cadre de revoir une réforme électorale. Je vais me tourner vers vous. Est-ce que, selon vous, cette révision du code électoral est-elle possible? La démarche entreprise par les partis d'opposition sera-t-elle efficace et possible? Et en ce qui concerne la démarche de l'opposition, il faudrait dire que l'opposition doit être sérieuse, autant pour moi. C'est d'autant plus que le code électoral, la révision du code électoral n'est pas une panacée pour renverser le pouvoir en place. Il faudrait que cette opposition soit consciente de ce qu'elle veut. Nous savons bel et bien que parmi ces partis d'opposition, il y a certains là qui existent tout simplement sur le plan, c'est-à-dire que sur le plan superficiel. Il faudrait qu'un parti politique ait un ancrage territorial, c'est-à-dire la politique c'est du terrain, un ancrage territorial, une représentativité parlementaire et avoir une idéologie. Parce qu'un parti politique doit avoir cette idéologie, c'est cette idéologie qui fait en sorte qu'à travers la sensibilisation, qu'on ait quand même des militants. Que malheureusement aussi au pays, on se retrouve avec une opposition. Je ne suis pas en train de faire l'autopsie ou bien en train de négliger cette opposition, mais j'invite cette opposition à travailler, à être sérieuse dans le sens où elle se limite seulement dans l'espace médiatique, mais sur le terrain. Hein, Linda, allez enquêter sur le terrain, vous allez voir que rien n'est fait. Les gens
les gens n'ont aucune antenne même sur le terrain. Il y a certains partis politiques, autant pour moi, qui n'ont pas cet ancrage-là, qui n'ont même pas d'idéologie. Et d'autres qui sont taxés de partis politiques à caractère tribal ou bien régional. Je ne veux pas citer les noms. Donc, faire ce qu'ils sont en train de faire là n'est que mettre la charrue avant les bœufs. C'est-à-dire, il faudrait d'abord faire un travail de toilettage à l'interne. Ce travail de toilettage voudrait dire que avoir cette idéologie-là, sensibiliser la masse, éduquer la masse, se déployer sur le terrain pour avoir cet ancrage territorial et aussi travailler pour laquelle, parce que certains se limitent seulement au niveau de l'accession au pouvoir ou bien à la magistrature suprême. Non, il faudrait avoir des conseillers à travers, c'est-à-dire c'est une forme d'escalier, à travers les conseils municipaux, à travers les maires, les députés, jusqu'à accéder au pouvoir. Malheureusement, ce travail n'est pas fait en amont. On a tendance à se limiter sur M. Billard, sur essayer un peu de canaliser, de se focaliser sur un individu, au lieu de travailler sur le terrain. Donc, ce n'est qu'un non-événement parce que de mon point de vue, autant pour moi, je vois que c'est l'enfumage médiatique ou bien certains sont là pour exister sur la scène médiatique et ne pas se regarder en face, se regarder dans le miroir pour travailler pour le bienfait ou bien pour le bien-être de la population. Donc, voilà ma position. Ça ne faut pas partager cet avis. Parce que nous savons que plusieurs partis d'opposition, autant pour moi, se sont déployés assez sur la sphère médiatique et même publique pour exprimer leur mécontentement en ce qui concerne le code électoral au Cameroun. Il est clair que je ne peux pas partager entièrement la position de mon prédécesseur. Qu'est-ce qu'on demande à l'opposition? C'est effectivement de faire des propos, des propositions. En réalité, j'ai de la peine à comprendre ceux qui condamnent la démarche de l'opposition. Dans un État démocratique, l'un des principes d'ailleurs de la démocratie, c'est l'organisation des élections libres et transparentes qui favorise la participation de tous les citoyens sans distinction de race, sans distinction de religion, de conviction philosophique. Et donc, ce qui soutient ces élections transparentes, c'est le code électoral. Et un code électoral ne peut garantir des élections libres et transparentes que s'il est suffisamment consensuel. Quand on parle de consensuel, il ne s'agit pas effectivement de faire en sorte que tout le monde soit d'accord. Mais il s'agit de faire en sorte que le plus grand nombre d'avis soient recueillis. La démarche de l'opposition, à mon avis, est salutaire. Même si il est clair que c'est un processus qui peut ne pas aboutir au résultat escompté parce qu'effectivement, quoi qu'on dise, la révision d'une loi dans un pays démocratique passe par l'Assemblée nationale. Or, il est évident que l'Assemblée nationale est presque monocolore parce qu'il y a une obésité, une majorité écrasante du RDPC qui fait que toutes les lois ne peuvent être modifiées que si le RDPC est d'accord. Et comme fondamentalement les propositions viendront de l'opposition, il est clair qu'il sera difficile qu'elles puissent passer. Avant de finir, j'aimerais quand même rappeler à mon prédécesseur qu'il ne faut pas mélanger les choses. De quel parti politique parlons-nous quand même? Vous n'allez pas jeter l'anathème sur toute l'opposition, sur tous les partis politiques d'opposition. Nous parlons quand même du SDF, qui est un parti historique et qui a un certain ancrage, même s'il est en train de diminuer. Nous parlons du PCRN, qui a des députés représentés. Nous parlons de l'UDC, qui a un ancrage. Nous parlons du MSC, dont le président est quand même arrivé officiellement deuxième aux élections présidentielles précédentes. Donc je ne sais pas ce que, lorsque vous dites qu'il s'agit des partis politiques qui n'ont aucune représentativité, qui ne sont pas sur le terrain, on peut faire les deux choses à la fois. On peut être sur le terrain pour sensibiliser les masses, en même temps qu'on travaille pour une révision du code électoral. La seule chose qui peut inquiéter, c'est qu'effectivement, toute révision du code électoral passe par le Parlement. Et que si effectivement, le Parlement ne vote pas pour une révision de la loi électorale, rien ne pourra se faire. Mais je pense quand même qu'il faut attirer l'attention du RDPC pour leur dire que il est quand même de leur avantage aussi de pouvoir fléchir quelque peu.
Parce que si on est le grand favori, si le Real Madrid va jouer contre Coton Sport, je ne sais pas pourquoi le Real Madrid ne va pas demander à Coton Sport de choisir lui-même l'arbitre. Parce qu'il est convaincu que même avec l'arbitre du Coton Sport, il va le battre. Donc le RDPC, qui est le parti favori, qui a tous les moyens financiers, politiques, humains pour réussir, je pense qu'il a aussi de son intérêt de fléchir quelque peu et de prêter une oreille attentive aux propositions de l'opposition qui, de mon point de vue, pourrait mettre fin aux contestations qu'on voit après les élections, pourrait mettre fin à certaines frustrations qui, à un moment, peuvent plonger le pays dans un chaos. Monsieur Bessala, en ce qui concerne donc le point de vue du communicant Hassan Fouapon, nous savons que le RDPC est un parti majoritaire au Parlement. Alors comment est-ce que les partis d'opposition parviendront-ils à se faire entendre ou encore à gagner sur le point de vue de cette révision électorale au Cameroun? That is the question. Ça veut dire que quand vous avez posé cette question, je vais demander à ces partis de vous consulter pour que vous leur posiez cette question fondamentale. Peut-être s'ils s'étaient posé cette question fondamentale, bon, déjà qu'ils ne se posent pas très souvent des questions fondamentales de ce côté, je voudrais dire que ces partis sont au sujet et c'est le contenu de la sortie du secrétaire national de la communication du RDPC, le ministre d'État, qui leur dit, voyez-vous, vous avez un téléphone, vous vous battez pour l'allumer, alors vous appuyez sur le mauvais bouton. Voici le bouton sur lequel on appuie pour allumer ce téléphone. C'est ça, le contenu imagé à peu près de la sortie du secrétaire national de la communication du RDPC. Nous n'avons rien contre des gens qui s'asseyent, des partis qui s'asseyent, qui se concertent pour une raison ou une autre, pourvu que cette raison ne soit pas une raison anti-républicaine. Nous n'avons pas de problème que les gens se rencontrent. D'ailleurs, ils se rencontrent très souvent sans appeler les journalistes. Je ne sais pas pourquoi ils ont appelé les journalistes cette fois-là, sans déclarer la réunion. Je ne sais pas si c'est comme ça qu'ils vont gouverner notre État, mais nous observons, nous regardons en disant que aujourd'hui, ces gens sont hors sujet parce que pour la modification d'une loi, et ça me surprend que vous avez un doctorant en droit, vous avez là-bas un agrégé, bon, un mec de conférence en droit qui est arrivé deuxième, on nous a dit ça, mais le concours était simplement pour sélectionner le premier, donc le deuxième et le troisième, vraiment, ils n'ont pas passé le concours. C'est ça l'élection présidentielle. Non, c'est le débat, c'est le débat. Parce que ceux qui nous suivent, madame, ont tendance à penser que le RDPC a un problème contre la modification d'une loi. Pourtant, cette loi est appliquée à tous les compétiteurs aux élections au Cameroun. Et que cette loi s'applique aussi tant aux candidats du RDPC que ceux de l'opposition. Ça veut dire que s'il y a des failles, le RDPC aussi subit ces failles-là. Et qu'aujourd'hui, le RDPC est donc le parti-là, il faut toujours le rappeler dans ce pays, historiquement, qui en 90, un parlement unicolore 100% RDPC a voté les lois qui ont permis aujourd'hui d'avoir plusieurs partis, des élections libres et transparentes et autres là. Ça veut dire que le RDPC est à la fondation de la volonté de démocratisation des élections au Cameroun. Mais déjà en 2012, lors de l'adoption de du nouveau code électoral, les partis d'opposition l'ont boycotté et exprimant le fait que cette loi a été taillée pour le RDPC. Non, madame, je vais vous dire que la démocratie n'est rien d'autre que la gestion, bien évidemment par la majorité, sous le regard de la minorité qui a évidemment perdu, et l'arbitrage du peuple. C'est comme ça la démocratie. On ne va pas empêcher. Et cette loi-là, électorale-là, que ce soit la mise en place d'ONEL et les CAM, et que ce soit la mise en place de ce code électoral, c'était après des consultations avec les premiers ministres qui ont consulté et qui ont reçu tous les acteurs politiques et de la société civile qui ont donné leurs propositions. Mais maintenant, je voudrais dire que aujourd'hui, il va bien falloir que les gens sachent que le RDPC a reçu un mandat du peuple sur la base d'un programme et des propositions qui ont été validées. Nous n'allons pas trahir la confiance du peuple en recevant leur mandat et en gouvernant avec les idées de ceux qui ont perdu les élections. Mais ça, c'est clair. Il faut le dire aujourd'hui. Ce qui signifie quoi? Le RDPC est ouvert à la discussion. Le RDPC a même souvent fait des propositions. Et si aujourd'hui, on peut dire qu'on n'a pas évolué, je voudrais dire à ces acteurs de l'opposition que nous venons de loin. Et qu'à chaque fois, moi j'ai beaucoup de respect et je m'incline toujours sur la mémoire de
tous ceux qui ont perdu leur vie dans les années 90 sur la base des luttes pour une démocratisation d'un peuple comme le Cameroun. Et que pour suivre cette base-là, il faut se dire que nous venons de loin. Nous partons d'un système électoral qui était quasiment unicolore, autoritaire, et qui sur la base duquel les gens vous ont dit en 90 qu'ils ont gagné l'élection. Alors il faut bien que le SDF qui était représenté par qui avait un représentant qui a été contesté par la suite nous dise aujourd'hui et dise au peuple, est-ce que le SDF a gagné les élections en 92 ou alors a gagné les élections maintenant? Parce que le système électoral de maintenant est plus favorable que celui de 92. Et que celui de 92 où l'administration territoriale gérait les élections, l'administration territoriale nommée quasiment sous la botte d'un candidat qui était le président Paul Biya. À l'époque, ça pouvait se justifier. Aujourd'hui, il y a un organe qui organise les élections. Et que là-dedans, il y a les représentants de ces partis politiques, peut-être le PCM qui est arrivé. Je voudrais vous dire que nous avons, je sors par là, madame, oui. Nous avons un système électoral qui est envié par beaucoup d'États dans le monde entier, qui s'est modernisé. Mais qui est perfectible. Qui est perfectible, alors, on ne refuse pas. Mais aujourd'hui, il ne peut pas être la cause des échecs de ceux qui étaient assis là-bas, pourtant élus sur la base du même code. Je voudrais vous dire qu'il y a une dame qui a pris quasiment une bonne partie d'un département au Cameroun, qui se dit être majoritaire là-bas, mais plus même les autorités. C'est sur la base de ce code-là qu'elle a pu avoir ce mandat. Et je veux vous dire qu'il y a un député de la nation qui était assis là-bas, sur la base de ce code-là, que lui-même sorti des élections, il a dit que ce n'était pas la panacée, et qu'il pourrait être élu, alors tout le monde peut être élu, il faut travailler autre part. Est-ce que de ce côté, le RDPC a compris le message et a dit, nous travaillons sur le sommet politique actuellement. Nous voulons maîtriser la base militante. Voyez-vous, c'est un instrument majeur, avec un code électoral aussi stalinien qui peut exister, avec une base électorale comme celle que le RDPC construit pour les prochaines échéances. On ne dort pas sur nos lauriers, alors on peut gagner toutes les élections. Ceux qui pensent qu'ils peuvent justifier leur faiblesse, voyez-vous, un parti comme le SDF par exemple, je regrette qu'il ne soit pas sur ce plateau, qui a dégringolé, si vous voulez, les statistiques, qui est parti de passable à avoir même excellent, et est devenu aujourd'hui nul. Et que madame, je sors donc définitivement 4 choses qui nous plaisent dans le système électoral et que le RDPC peut se conforter aujourd'hui, être fier et admiré partout dans le monde. Un système qui permet au moins que lorsque vous êtes élu, il y a ce qu'on appelle la représentation proportionnelle. Vous avez aujourd'hui dans notre système électoral la possibilité pour ceux qui ont perdu les élections d'être représentés dans les instances. Vous avez le cas de Monatel avec mon frère et ami Emilien Tangana, qui est le seul de son parti, mais il siège au conseil municipal. Il crée peu de systèmes électoraux dans le monde. Alors si vous avez perdu, vous avez perdu. Au Cameroun, on partage les sièges. Ça veut dire que quand vous n'avez pas le 100%, vous divisez le reste des sièges avec les autres. Vous avez un système qui prend en compte les minorités. Ça veut dire qu'on veut des femmes, on veut des jeunes, on veut les handicapés, on veut toutes sortes de personnes représentées pour prendre les décisions. Vous avez un système. Non, il faut vendre aussi les mérites de ce système-là. Je suis là pour ça. Parce que ils vous vendent ce qui ne va pas. Et ils vous vendent ce qui ne va pas. Martial Bessara vous vend aussi ce qui va dans notre système électoral. Parce qu'on est regardé partout dans le monde entier. Et vous dire qu'on sort de loin, les gens sont morts pour ce système électoral que nous avons. Nous faisons le perfectir, le rendre plus bien, mais il faut que les gens soient sérieux et se dire qu'on a évolué. Et qu'aujourd'hui, nous avons un système électoral, madame, qui n'a que 2 systèmes. 2 modes de scrutin. Vous avez le scrutin simple et vous avez un scrutin mixte. Ailleurs, vous avez un système qui n'est pas compréhensible, mais parfois par les acteurs. Nous avons un système qui a été simplifié. Avant, nous avions plus de 18 textes qui régissaient les élections. On a un seul code aujourd'hui. Ça veut dire que nous avons évolué. Nous avons un conseil constitutionnel. Nous avons un organe indépendant d'organisation des élections. Nous avons aujourd'hui une foultitude de partis politiques au Cameroun, madame. Que font ces partis? La majorité sont dans les mallettes. C'est à cause du RDPC. Le RDPC n'est pas responsable de la faiblesse et de l'omnibulance et du sommeil qui sont représentés. Vous avez évoqué tout à l'heure les minorités qui sont représentées. Alors, je voudrais aussi embrayer en vous posant la question de savoir, étant donné que ces partis sont représentés au Parlement de façon minoritaire, est-ce que vous pensez réellement qu'il y a une démocratie effective? Il y a une démocratie effective et c'était donc le sens qu'a donné notre secrétaire national de la communication, le ministre d'État, qui leur dit, alors madame, vous avez un téléphone comme celui-ci, on l'appuie par ici, l'opposition discret le peuple en disant au peuple qu'on peut appuyer par ici et il s'allume. Le ministre d'État éclaire le peuple en disant que ce monsieur ne vous trompe pas. Pour modifier une règle, pour imposer des règles électorales dans un pays, il y a une base. On commence par la base, on part aux élections. Un monsieur a refusé les élections. Et il vous dit qu'il veut modifier le code. Pas comment?
Mais ça se pose, ça se pose des questions. Est-ce qu'il est sérieux, madame, quand vous-même, il refuse, il dit, les élections sont sans objet. Les élections ne servent à rien. Curieusement, 2 semaines après, il va saisir le bureau de l'Assemblée nationale pour constater la vacance. Les élections qui ne servent à rien sont maintenant utiles. Aujourd'hui, il dit que pour modifier le code, il a envie de modifier les règles électorales au Cameroun. Elles ne lui sont pas favorables. Les élections deviennent utiles. Et vous regardez tout cela, le RDPC leur dit, vous êtes hors sujet, arrêtez de distraire le peuple. Ce n'est pas par là qu'on allume le téléphone de modification ou alors l'appareil de modification des règles électorales. C'est au Parlement que ça se passe. Le RDPC l'a compris. Voilà pourquoi le RDPC, les réclamations que nous avons pour le code, nous allons les soumettre au Parlement. Soit par projet de loi, par proposition, nous avons la capacité. Voilà pourquoi nous pouvons choisir un président de l'Assemblée nationale, un président du Sénat et laisser les critiques à ceux qui n'ont pour rôle que de bavarder, qu'au lieu de faire la politique autrement. Monsieur Hassan Fouapon, que répondez-vous à vous voyez pourquoi je suis un peu plus perdu face à la réaction du RDPC. En réalité, qui est même hors sujet? Les partis d'opposition n'ont jamais dit qu'ils avaient l'intention de modifier par eux-mêmes la loi électorale. Il s'agit de recueillir un ensemble de propositions permettant une révision consensuelle de la loi électorale afin de produire un texte final qui sera proposé à l'Assemblée nationale. Parce que les partis d'opposition eux-mêmes sont convaincus et savent que en réalité ce n'est que par l'Assemblée nationale que cela peut être possible. Et parmi ces participants, à ce qu'on appelle aujourd'hui le secrétariat technique de l'opposition, il y a bien sûr des députés. Il y a l'honorable Joshua aussi, du SDF. Il y a l'honorable Cabral Libi, du PCRN. Il y a l'UDC, qui est également des députés. J'ai de la peine à comprendre pourquoi vous dites... Non, suivez, ce n'est pas ça le débat. J'ai de la peine à comprendre pourquoi vous dites qu'ils sont hors sujet, alors qu'ils sont en train de faire un travail qui peut même plutôt profiter à la nation. Serait-il mauvais, par exemple... Serait-il mauvais pour un parti de l'opposition de demander un bulletin unique? Tout cela participe de l'amélioration du système électoral. Serait-il mauvais pour un parti? Rappelez-vous d'ailleurs, vous avez dit qu'on a évolué, n'est-ce pas? Mais rassurez-vous, toutes les évolutions ne sont pas toujours venues du RDPC. La biométrie qui aujourd'hui est appliquée, même si elle n'est que partielle, c'est une lutte également du SDF. Si on est passé aujourd'hui de l'administration territoriale qui gère les élections à ce qu'on peut appeler aujourd'hui une commission indépendante des élections, cela est aussi le résultat des luttes de l'opposition. Cela est aussi le résultat des luttes de l'opposition. On peut, bien évidemment, dans ce sens, féliciter le parti gouvernant de pouvoir de temps en temps prêter une oreille attentive à ce que disent les opposants. Mais nous lui proposons de faire davantage et d'être toujours attentif. Il faut faire attention. Non. Tout système, parce que vous avez dit que il y a des gens qui vantent ce qui ne va pas et vous vantez ce qui va. Vous êtes dans votre rôle et vous reconnaissez qu'il y a des choses qui ne vont pas. Toute loi est perfectible. Et on ne peut pas reprocher à quelqu'un, à celui qui est en face de nous, de proposer des pistes d'amélioration de ces lois. Rassurez-vous d'ailleurs, il y a un texte du professeur Maurice Kamto lui-même qui reconnaît déjà les avancées. Vous avez parlé tout à l'heure du fait que les élections soient régies par un seul texte. Il reconnaît cela. Ce sont des avancées. Il reconnaît le fait qu'on ait pu mettre sur pied une commission nationale des élections, même si on peut regretter le fait qu'il y ait encore une sorte de bicéphalisme au sein, bien sûr, le conseil des élections et la direction générale, où les deux chefs de ces têtes, de ces organes sont nommés par le président de la République. Ce bicéphalisme, mais bien sûr, je vous dis, ce bicéphalisme peut être une entrave à la bonne marche des élections, parce qu'en réalité, le directeur général qui est censé rendre compte au président du conseil des élections est lui-même nommé par décret présidentiel, et donc, finalement, il n'est pas tenu par le président du conseil. Il faudrait peut-être que le président du conseil nomme lui-même le directeur général. Ce sont des propositions qui peuvent être faites. Par exemple, la majorité électorale. Oui. Est-ce qu'il est mauvais pour quelqu'un de proposer que la majorité électorale soit ramenée à 18 ans? Est-ce qu'il est mauvais pour quelqu'un de proposer que les cautionnements même soient revus à la baisse, surtout en ce qui concerne les élections législatives et les élections municipales, pour permettre à chaque citoyen
d'avoir le droit fondamental d'être éligible. De mon point de vue, j'ai beaucoup de peine à comprendre même la réaction du RDPC dans un contexte où des gens qui sont en face d'eux décident d'une démarche républicaine. S'asseoir ensemble pour réfléchir sur l'amélioration du jeu électoral afin d'éviter plus tard des contestations. Moi j'ai de la peine à comprendre les réticences du RDPC. Oui. Je vous donne la parole. Oui, je ne comprends pas la position du consultant. Au bout du compte même, je pense quand même que c'est le peuple qui élit. C'est le peuple. Parce que quand vous parlez de la modification d'une loi, qu'elle peut être modifiable au Parlement. Mais c'est la raison pour laquelle, dès ma prise de parole, j'ai dit ceci, que les partis d'opposition doivent travailler pour avoir les députés. Et vous pensez qu'avec la majorité écrasante du RDPC, ces propositions de loi peuvent aboutir à quelque chose? Moi, je l'ai dit. Oui, ça ne peut pas. C'est la raison pour laquelle je dis... En dépit de tout, on ne peut pas leur reprocher de vouloir faire des propositions. Voilà, même en sciences politiques, qu'est-ce que vous leur reprochez donc? C'est-à-dire que ceux qui font en sciences politiques, même en sciences politiques, un parti d'opposition, tu devrais avoir au préalable une idéologie. C'est cette idéologie-là, parce que essayez un peu de questionner, même de faire l'autopsie de ces partis politiques, vous allez vous rendre compte que certains partis politiques se limitent. Je n'ai pas le problème avec le parti d'opposition, mais je voudrais qu'on mette quand même du contenu dans l'offre politique. Il faudrait que l'offre politique soit pertinente et captivante. C'est ça qui permet à ce que le peuple adhère à votre idéologie, à s'imprégner de votre idéologie. 30 secondes, s'il vous plaît. Linda, 30 secondes. J'ai envie de dire ceci. Ne déplacez pas le débat. Non, je ne déplace pas le débat. Je vous ai suivi avec beaucoup d'attention. Tout part de la base. Vous ne pouvez pas, quoi que vous fassiez, lorsque le peuple, il y a certains partis d'opposition qui se limitent seulement au niveau de la capitale. Je ne veux même pas aller au-delà. Travailler sur le terrain afin que le peuple, l'offre politique que vous voulez donner aux populations, que cette population s'imprègne même et adhère à cela. Et c'est ça, petit à petit, que vous allez faire en sorte qu'il y ait cette adhésion. Là, ça va permettre à ce que, au niveau des mairies, vous contrôlez les mairies, même au niveau, et faire du lobbying au niveau du Parlement, à travers des députés qui peuvent renverser la vapeur. Tout ce qu'ils peuvent faire là, ça sera bloqué au niveau du Parlement. Vous le savez bel et bien, puisque le RDPC est majoritairement implanté à voir ce représentatif, ce socle territorial. C'est pourquoi j'insiste, et une idéologie. Partout, tout système électoral est perceptible. Perfectible, autant pour moi, perfectible. Même au niveau des États-Unis, avec Al Gore, je ne vous rappelle pas, en 2000, où il y a eu des contestations. C'est-à-dire, on tend vers la perfection. C'est ça qui permet à ce que je ne suis pas en train de rejeter des propositions. Les propositions peuvent être pertinentes au niveau, que ce soit le code électoral. Mais alors j'ai suivi l'intervention de l'honorable monsieur Liby. Il disait que non, le code électoral, oui, on peut demander à ce que ce code électoral soit fasse l'objet d'un consensus. Mais alors n'oubliez pas le travail de fond qui devait être fait. Ce travail qui consiste à aller sur le terrain. Moi j'ai aimé lorsqu'il lançait les différentes opérations de 10 millions et autres. C'est ça le socle, l'ancrage. Il faudrait travailler dans ce sens-là pour pouvoir obtenir cette assise, cette adhésion et aller conquérir le pouvoir. Malheureusement, quand il dit qu'on a mis la charrue avant les bœufs, c'est que on ne voudrait pas d'abord travailler, parce que tout ça, c'est pour améliorer les conditions, les aspirations sociales du peuple. C'est ça, pour aller conquérir ce pouvoir et conserver ce pouvoir. Vous ne pouvez pas arriver dans un environnement où vous n'êtes pas connu des populations. Donc c'est ce travail-là que j'interpelle les partis d'opposition, de travailler dans le sens que la population s'imprègne de leur idéologie, de travailler dans le sens de sensibiliser et d'éduquer même la masse, pour que la masse ait quand même une idée de ce qui se passe et du projet de société. Alors, M. Hassan Frappant, peut-on questionner la sincérité de ces différents partis politiques d'opposition en ce qui concerne cette coalition-là? Voilà une question pertinente. Il faut bien qu'on comprenne ma position. Je ne suis pas en train de dire que la démarche de
de l'opposition va aboutir au résultat escompté. Mais je suis en train de dire qu'on peut déjà les féliciter de faire cette démarche. Et rassurez-vous, faire des propositions pour l'amélioration du code électoral n'empêche en rien qu'on puisse être sur le terrain pour construire une masse critique. Parce que, au final, il faut deux choses. Il faut qu'il y ait une masse critique et il faut qu'il y ait de la transparence dans les élections. Donc les deux peuvent être faits au même moment. Maintenant, bien évidemment, on peut douter aussi de la sincérité de ces partis d'opposition. Il faut bien comprendre ma démarche. On peut douter de la sincérité de ces partis d'opposition lorsqu'on regarde même déjà les antécédents. La plupart du temps, des coalitions de l'opposition n'ont pas toujours marché. Même lorsqu'il s'agit, par exemple, de présenter un candidat unique. On a vu ce qui s'est passé en 2004, je crois, avec John Fruji et Adamou Damjoya, où finalement John Fruji est obligé de claquer la porte à la coalition. Donc, cette sincérité, est-ce que parmi eux, il n'y a pas des gens qui ne seront pas prêts à aller jusqu'au bout? Est-ce que même les divergences, parce que quand on parle même de l'opposition, c'est un abus de langage. En réalité, il y a les oppositions. Parce qu'au sein même des partis politiques de l'opposition, il y a des divergences qui peuvent être politiques, qui peuvent être idéologiques, qui peuvent être philosophiques. Et ces divergences donc peuvent à un moment créer des tensions qui vont, de mon point de vue, détruire ce bloc qu'ils sont en train de vouloir constituer. Donc, il y a plusieurs éléments qui peuvent amener à douter de ce qu'une telle démarche puisse aboutir au résultat escompté. Premièrement, la première barrière et la plus grande, c'est l'Assemblée nationale. Aucune loi, même si elle vient de l'opposition et même si elle est pertinente, ne peut prospérer dans ce pays tant que l'Assemblée nationale n'a pas donné son OK. Or, l'Assemblée nationale est majoritairement dominée par le parti au pouvoir. Deuxième chose, la sincérité des parties prenantes qui relèvent de l'opposition. Est-ce que finalement, parce que nous savons même d'ailleurs que ce sont des partis qui s'opposent parfois entre eux. C'est-à-dire que lorsque le MS a sa position, vous voyez, c'est le PCRN qui vient encore remettre en question la position, la position du MS, c'est le SDF qui frappe fort là-bas, ainsi de suite. Et donc, ces divergences peuvent, à mon avis, constituer un deuxième obstacle à la bonne marche d'une telle initiative qui, jusqu'à preuve du contraire, reste une initiative salutaire. Nous avons un message qui nous arrive là, je vais le lire pour vous. J'aimerais dire à nos dirigeants africains qu'ils ne sont pas de bons dirigeants sur le plan démocratique. Le mot démocratie existe, mais il ne vit pas et toutes les élections se passent par fraude. Je reviendrai pour la suite. C'est Monseigneur Dourian Esaïe Mangwambele depuis le Tchad. Monseigneur, vraiment, vous voyez que lorsque vous sortez de l'église, c'est la Pâque pour parler politique, vous comprenez comment vous devenez très polémique. Je le salue en passant. Donc pour dire que vraiment j'ai du mal à comprendre mon frère Hassan ce matin. Vraiment, monsieur Hassan, vous-même vous dites, madame, une démarche simple pour ceux qui nous écoutent et nous suivent. Toute démarche qu'on entreprend et au départ on est conscient qu'elle ne va pas aboutir, c'est quoi? Si ce n'est pas de la distraction. Lui-même le dit, qu'ils sont convaincus que leur démarche ne va pas aboutir, mais ils font quand même. Qu'est-ce qu'ils font? Ils prennent le peuple à témoin, ils portent les journalistes. Monsieur Hassan, je vous sais, vous êtes très sérieux. Vous êtes très sérieux, ne défendez pas des causes. Vraiment, je ne vous reconnais pas ce matin. Et quand il nous dit, vous-même, ça veut dire qu'ils font quoi? Conclusion, on est d'accord qu'ils sont entre nous discrets. Ils nous perdent du temps. Parce que quand vous entreprenez une démarche que vous savez qu'elle ne va pas aboutir, elle sert à rien. Vous avez aussi dit que c'est grâce aux luttes de tel et de tel. L'opposition n'a jamais eu la majorité au Cameroun depuis le retour. Une seule fois, en 97. Voilà, en 97. Et là-dedans, l'opposition a cédé sa majorité par ce qu'on a appelé la plateforme. On se souvient bien. Après tout ce temps, toutes les réformes qui ont été entreprises ont été votées par la majorité que vous contestez du RDPC aujourd'hui. Non, vous dites que c'est à cause de leur lutte. Mais je me demande, ce sont les parlementaires RDPC encore qui ont voté ces évolutions que j'ai évoquées tout à l'heure. Onel. Ils ont fui, ils ont fait du populisme. Puisque même s'ils restaient au Parlement, ils n'avaient pas la majorité pour voter les lois sur Onel, les lois sur Elecam, les lois pour le code électoral. C'est toujours la majorité RDPC qui vote ces lois. Ça, c'est de deux. Troisième chose, vous avez dit au peuple que il y a les élus qui étaient assis là-bas. Les élus laissent le Parlement, on discute des lois pour venir s'asseoir dans la... Bon,
Je n'ai pas dit la rue, parce que là, ils n'avaient pas d'autorisation, mais je pense que c'est la rue, puisque l'autorité administrative est venue leur dire qu'ils ne devaient pas s'asseoir avec des journalistes là, sans autorisation ou sans information préalable. Donc, là-dedans, vous voyez donc des honorables, nos députés de la nation, parce qu'il faut bien savoir que ces députés ne sont pas simplement des députés de leur parti politique. Alors, l'honorable Cabral Libby, qui est aussi mon député de la nation, l'honorable Joshua, l'honorable et Madame Damdja, qui est les députés à l'Assemblée, laisse le mandat que nous, le peuple, nous leur avons donné pour discuter des lois à l'Assemblée, pour s'asseoir dans la rue pour parler des lois. En plus de cela, il s'assied avec un monsieur qui vous a dit que sur la base du code, il a été élu. Ce monsieur vous l'a dit en 2018, qu'il a été élu sur la base de ce code-là. Et que, voyez, il est perfectible, mais lui, il a été élu. Et que par la suite, il vous dit encore, ce monsieur, que les élections ne sont pas bien. Sachant qu'après les élections, on peut modifier un code. Il vous dit que n'allez pas aux élections, ça ne sert à rien. Et par la suite, il revient, il se rend compte. Donc, pour vous dire, c'est pour disséquer. Vous avez même encore un autre, Prince Ekosso, qui est à Douala, qui il n'a de militant que lui-même. Et qui n'a jamais rien fait même politiquement. Vous avez au moins l'UMS, le président de l'UMS, qui au moins c'est un monsieur Kouebo, qui est quand même quelqu'un de sérieux aussi. Mais on transporte ces messieurs-là, on les fait asseoir dans une salle, bien fermée, plus petite que ce studio, et on nous dit que c'est là-bas qu'on va discuter les histoires de cette nation, mais respectez le Cameroun, monsieur. Respectez ce Cameroun. À un certain moment donné, il va bien falloir que ces acteurs politiques, qui sont en manque d'inspiration, nous laissent tranquilles. Parce qu'il y a une base fondamentale. Monsieur Bala vous l'a dit tout à l'heure, vous ne pouvez pas prétendre modifier un code si vous n'avez même pas de militants à la base. Quand le RDPC travaille, pourquoi vous ne le dites pas? Voilà le RDPC qui travaille actuellement. Tous les responsables sont sur le terrain. Moi-même, je passe des nuits sans dormir. On valide le sommier politique. Et demain, quand nous aurons une assise, on dira que non, c'est parce que c'est le parti État, le parti unique. Pourtant, nous faisons notre travail. Nous ne sortons pas de ce cadre-là. Il faut qu'ils soient sérieux. Vous-même, vous reconnaissez qu'ils sont hors sujet. Alors, le RDPC leur dit, pour allumer ce téléphone, appuyez sur ce bouton. Parce que ce que vous faites là, nous n'avons rien contre la conséquence. Monsieur Bessala. Pas cette impression. Monsieur Bessala, on ne peut quand même pas qualifier l'opposition d'être hors sujet. C'est des propositions de loi que l'opposition est en train de mettre sur pied. Madame, je n'ai pas élu, on n'a pas élu l'honorable Cabral, l'honorable Joshua Oshi et les députés de Madame Damdjaya. Elle-même, elle a été élue. Avant de se décider prendre la mairie, vous allez me dire c'est normal. On a un parti où une dame peut prendre la place du mari, choisir entre le Parlement et le député et aller même au régional en même temps. Non, madame, parce qu'en même temps, parce que ce sont les problèmes de l'opposition. Et ils font des actions populistes comme celle-là pour maquiller leurs faiblesses et faire croire au peuple que c'est le RDPC qui a quelque chose à voir avec la concurrence. Le RDPC n'affûte pas les stratégies des autres. Le RDPC a ses stratégies et sur la base des règles actuelles de loi qui régissent les élections, le RDPC s'adapte à ces règles-là. Si les autres ne peuvent pas le faire, qui n'accusent pas le RDPC. Parce que l'impression qu'on vous donne, c'est que oui, le problème est tellement simple. Ce qu'on nous reprochons à l'opposition camerounaise, c'est le cadre dans lequel ces débats devraient être démis, quoi. Le cadre, ce cadre-là, c'est l'Assemblée nationale. S'il faut modifier les lois, c'est au sein de l'Assemblée nationale. Nous savons bel et bien, il y a là-bas deux mécanismes. Il y a les propositions de loi et il y a les projets de loi. Il y a ces panguis. Donc, si vous avez les propositions, et vous allez voir, donc c'est l'élément au niveau du nombre de députés qui va jouer pour renverser la vapeur. Ça remet au goût du jour du problème que j'ai évoqué. Que beaucoup, je ne dis pas tous les partis d'opposition, il y a certains partis d'opposition qui existent seulement peut-être dans le cadre familial, ou bien dans le cadre régional. Même pas. Qui ne sont pas implantés. C'est cet échantillon-là qu'il faudrait avoir. Ça va leur permettre de mieux travailler et que l'Assemblée nationale soit acquise pour leur cause. C'est ça le problème, parce qu'on a tendance à voir que notre opposition fuit à peu près ses responsabilités, c'est-à-dire des débats, des questions de fond qui se posent, des questions de fond constantes. Au-delà, je ne dis pas qu'on ne devrait pas relever les insuffisances du code électoral. Oui, il faut avoir un consensus, mais le code électoral n'est pas une panacée pour pouvoir accéder au pouvoir ou bien avoir des députés, le nombre de mairies. Ça se passe sur le terrain. C'est de ça qu'il est question. Certains partis d'opposition, même ils sont tellement actifs au niveau des réseaux sociaux ou bien sur les plateaux que beaucoup de populations ne savent même pas l'idéologie de ces partis politiques. Vous ne pouvez pas, même dans quel pays, prétendre conquérir le pouvoir sous prétexte sans avoir ces éléments constitutifs, c'est-à-dire
cette idéologie et travailler, imprégner, sensibiliser la base, avoir des militants pour des députations et ainsi de suite, jusqu'à accéder au pouvoir. C'est un mécanisme, c'est un processus. Malheureusement, l'opposition camerounaise ne s'inscrit pas dans cette logique-là. S'inscrit plutôt dans des événements où on essaie un peu d'animer la galerie, ou bien on inscrit un peu des questions de fond. Parce que d'un moment à l'autre, M. Biya n'est pas éternel. Je ne suis pas... Parlant donc de ce mécanisme, depuis 1990, on a l'impression que la balance a basculé un peu plus du côté du RDPC. Aujourd'hui, l'opposition, pour redresser cette balance, est en train de peiner. Pensez-vous pas que ça a été un peu... Mais le SDF, c'est un parti d'opposition historique qui a fait, durant les années 90, qui a travaillé. Hein? Monsieur Bessala a évoqué le nombre de députés. Aujourd'hui, faites un peu le ratio, essayez un peu de voir. Hein? Est-ce qu'on progresse, est-ce qu'on régresse? Au sein même de ces appareils politiques, on voit que ça ne va pas. Il n'y a pas l'unanimité. Hein? Je ne voudrais pas évoquer la guéguerre qui se passe entre M. Joshua et M. Nietzsche. Allez donc questionner, est-ce que c'est ce que le peuple attend? Une de travailler, c'est ça. Il faudrait, nous sommes en train de sensibiliser l'opposition, d'être responsable. Parce que d'un moment à l'autre, le parti au pouvoir, il peut avoir la tenance, il peut arriver aux affaires. Est-ce qu'on va arriver aux affaires avec ce genre de réflexe, ce genre d'attitude, au lieu de travailler pour l'intérêt du peuple camerounais que vous prétendez gouverner d'un moment à l'autre lorsque le parti au pouvoir ne sera pas aux affaires? L'opposition camerounaise doit être sérieuse. J'appelle au sérieux et j'appelle aussi à cet élan de responsabilité par rapport à l'engagement, puisqu'ils prétendent avoir une offre politique, un projet de société. Le peuple attend à ce que cette offre politique soit quand même déroulée. Est-ce que ça va se dérouler dans ce cafouillage où il y a un méli-mélo? On ne sait vraiment pas ce qui se passe. Donc c'est ça. Par rapport même aux années 90, jusqu'à 92 et ainsi de suite, on voyait bel et bien l'opposition camerounaise qui était active sur le terrain. Avec quel système électoral? L'administration, on vous a dit, il faut aussi avouer qu'il y a eu des mutations, puisque c'est l'administration qui organisait les élections. Maintenant, il y a quand même des modifications ou bien des réajustements. Bien sûr que ces ajustements ne font pas l'unanimité, mais travailler dans le sens de perfectionner, sans oublier le travail de fond, c'est-à-dire le travail du terrain. Y a-t-il vraiment nécessité d'une réforme électorale au Cameroun? Bien sûr qu'il y a nécessité d'une réforme électorale, parce que la loi électorale, d'ailleurs la dernière révision de la loi électorale date de 2019, et elle ne venait pas des partis de l'opposition. Il a bien fallu qu'on modifie la loi pour permettre l'organisation des élections régionales. Ce n'est pas M. Bessala qui va me contredire. Toute loi est perfectible, et je le répète encore, je ne suis pas en train de dire que le code électoral est la panacée pour que l'opposition accède au pouvoir. Mais je dis que il faut travailler sur la construction d'une masse critique. Il faut travailler pour avoir une idéologie, une véritable offre politique. Mais en même temps, il faut travailler pour que le code électoral permette un jeu électoral transparent, libre, qui effectivement peut favoriser l'acceptation des résultats sortis des urnes, non pas par la totalité, parce que quoi que vous fassiez, il y aura toujours des gens qui vont contester, non pas par la totalité, mais au moins par la majorité des acteurs qui participent au jeu électoral. Maintenant, j'ai envie de dire une dernière chose, parce que quand j'écoute M. Bessala, il nous donne l'impression que pour faire avancer un pays, pour faire des propositions afin que le pays avance, et pour qu'on vous écoute, il faut que vous soyez que vous soyez soit député ou que vous ayez derrière vous de nombreux militants. Non. Comment est-ce qu'un pays avance? Et c'est ce qu'on observe dans presque tous les domaines. L'éducation, la santé. On croit que si vous êtes un honnête, vous ne pouvez pas être un intellectuel, un chercheur, et vous faites des propositions, et ceux qui nous gouvernent, ils prêtent une oreille attentive. Comment est-ce qu'un pays avance? Un pays avance lorsque ceux qui gouvernent, quelle que soit leur majorité, sont capables d'écouter les minorités. Tant que ce que les minorités proposent ne vont pas à l'encontre de votre idéologie, ne sont pas susceptibles de renverser votre pouvoir, il n'y a aucun problème à ce que vous les écoutiez. Et cela dit, lorsque je dis que la démarche de l'opposition est salutaire, je ne m'attends pas à ce que l'opposition impose sa démarche au Parlement, parce que ce n'est pas
possible. Mais je souhaite, et je l'ai dit dès le départ, j'espère que le RDPC pourra prêter une oreille attentive à ce que proposent ces acteurs. Parce que parmi ces propositions, il y a des choses qui ne sont pas fondamentalement néfastes au bon fonctionnement du RDPC, qui ne sont pas fondamentalement néfastes à la bonne marche du pays. Et donc, les députés du RDPC peuvent prêter une oreille attentive à cela. Le président, un des députés du RDPC, peut même décider de porter sur lui, parce que le RDPC est d'ailleurs le seul parti à avoir un groupe parlementaire, peut même décider de porter sur lui le texte final et le proposer à l'Assemblée nationale, qu'il soit débattu. Lorsque vous me dites que le seul lieu où il faut débattre des lois, non, faites attention, le processus de création d'une loi n'est pas aussi simple qu'on le pense. Même lorsqu'un député fait une proposition de loi, cette loi est d'abord travaillée en amont dans des chambres. Il faut faire attention, ce n'est pas à l'Assemblée nationale qu'on vient travailler des lois. Et ce que ces gens sont en train de faire, c'est effectivement, ils sont dans le processus de création de la loi. Ça veut dire que la loi est d'abord travaillée dans des laboratoires. Il y a des avis qui sont recueillis, des spécialistes, des hommes politiques, on recueille des avis, on construit une loi et on la propose pour la bonne marche du pays. Et tant que la loi qu'on propose n'est pas fondamentalement contradictoire à la bonne marche du pays, les députés RDPC ne sont pas en contradiction s'ils acceptent d'y prêter une oreille attentive. Voilà mon point de vue. Je ne dis pas fondamentalement que l'opposition va imposer cette loi parce qu'elle n'en a pas les moyens, mais je dis que le RDPC peut prêter une oreille attentive à certaines de ces propositions. Vous ne pouvez pas reprocher aux gens d'initier une concertation république pour faire des propositions afin que le système électoral soit amélioré. Parlant dans la démocratie, nous savons que le peuple est souverain. Est-ce que le RDPC, quelque part, a vraiment cette oreille attentive-là en ce qui concerne les attentes du peuple? Parce qu'on a l'impression qu'elle se ferme catégoriquement à toute tentative venant de la part de l'opposition camerounaise. Non, c'est cette impression qu'il ne faut pas donner. Le débat est libre. C'est l'impression que le RDPC, ce que le RDPC laisse croire. Le débat est libre au Cameroun. Et plusieurs fois, on a bien vu même les responsables du RDPC être saisis sur la base même d'une émission comme celle-ci. Plusieurs fois. Nous ne sommes pas des divins, nous ne sommes pas des dieux, nous ne sommes pas omniscients, omnipotents, nous ne sommes pas omniprésents. Puisque tout juste après, le fait que les différents partis d'opposition se soient assis, il y a eu une réaction instantanée venant du SG de la communication du RDPC. Oui, justement, je vous dis que le RDPC est le parti qui porte le projet de démocratisation. Et pour qu'on soit confortablement, qu'on nous soyons fiers et heureux toujours de nos victoires, il faut qu'on ait une opposition sérieuse et forte en face. C'est même notre envie. Nous avons besoin d'une opposition forte en face. Quand vous me voyez parler parfois avec un peu d'émotion, c'est parce que nous pleurons, nous voulons de l'adversité en face. Nous voulons des hommes sérieux qui ont des stratégies, qui peuvent nous faire réfléchir. Mais vous voyez des gens, monsieur Hassan vous dit que des députés de la nation ont le droit de sortir, laisser le Parlement, traverser leur cabinet parlementaire, s'ils en ont même, ou s'ils savent même qu'ils doivent en avoir, traverser leur cadre de réflexion politique, qui sont les partis politiques, se retrouver dans une chambrette à la montée à nous rouge, s'asseoir et parler des lois qui vont réglementer son avenir. Mais monsieur Hassan, soyons sérieux, respectons quand même ce pays. Non, ce pays est sérieux. Ce pays est tellement sérieux que lorsque je vois cette plaisanterie-là, vraiment, j'ai envie de me poser des questions. Madame, ils sont hors sujet une fois de plus, je le dis. Pourquoi? Vous savez, il y a une bonne partie du peuple, cette opinion nous la respectons, qui reproche à ces acteurs de l'opposition très souvent d'aller en rang dispersé pendant les échéances électorales. Mais ces acteurs-là ont répondu à cette frange de la population en faisant quoi? C'est des guerres de leadership. J'ai suivi un des leaders qui était assis là-bas dire que le cadet était irrévérencieux. Ces militants ont dit que c'était une taupe du RDPC et que vraiment il a été fabriqué pour faire barrage à tel politiquement. C'est entre eux dans l'opposition.
Actuellement, où on parle, il y a deux fils de l'opposition, entre guillemets, d'un même parti. Là, je ne sors même pas de deux partis. Je parle pas de deux partis qui ne peuvent pas manger dans une même assiette sur une même table. Mais ça ne s'observe pas seulement au niveau de ce parti-là. Au moins, au RDPC, on sait jusqu'où mettre les limites de nos combats politiques, qui sont les combats normaux en politique. Vous voyez? On a plutôt comme l'impression que c'est des problèmes des autres partis qui sont mis en exemple. Non, voilà, c'est ça même la règle d'un bon parti sérieux. Ça veut dire que aujourd'hui, nos problèmes sont en interne et quand il faut faire bloc, on nous reproche de la discipline du parti. Ne nous faites pas ce reproche également. Quand nous, on respecte la discipline du parti, après nos batailles et nos guerres en interne, au moins on est d'accord sur des points de vue bien précis et on les respecte. Ailleurs, ce n'est pas ça. Vous avez vu un monsieur qui était sur cette plateforme, directement, son homologue a dit qu'il n'avait pas qualité. Sa signature est contestée déjà. Qu'est-ce que ça signifie? Le peuple doit retenir quoi de cela? En dehors de ça, madame, le peuple vous dit, une partie du peuple, c'est une opinion, dit que mettez-vous ensemble, nous avons besoin d'un candidat, on va le soutenir. Ils vous répondent quoi? On dit que l'autre cadet est révérencieux, l'autre on dit que non, le front, ils ont même créé ce qu'on appelle les clivages politiques au Cameroun qu'on ne connaissait pas. Et on vous dit que non, tel ne peut pas représenter l'opposition et tout. Là, on vous rappelle que l'opposition n'est pas un seul parti politique, mais plusieurs partis politiques. Mais monsieur Hassan, vous voulez qu'on fasse quoi? Quand on regarde cela, nous sommes mal à l'aise parce que nous avons besoin d'une véritable démocratie au RDPC. Il faut se rappeler que toutes les réformes démocratiques au Cameroun ont été votées au Parlement par la majorité consciente démocratique du RDPC au Parlement. Ça veut dire tout. Ça veut dire que le RDPC a cette volonté. Et alors, cette volonté va s'arrêter à un certain niveau. Parce que le RDPC ne va pas en même temps monter des stratégies pour des autres partis politiques, pour avoir des élus et faire asseoir leurs aspirations au Cameroun. Nous voulons que tous les citoyens aspirent à gouverner. Et maintenant, vous n'allez pas dire que le parti dit de l'opposition n'ont pas aussi l'exclusivité de la proposition des réformes électorales au Cameroun. Ne donnez pas cette impression. Voilà. Ça veut dire que vous-même, vous pouvez vous asseoir là, faire des propositions au RDPC en tant que citoyen. Voilà. Il ne faut pas qu'ils s'attribuent et s'arrogent l'exclusivité de ces réformes-là, du tout. Parce que le RDPC, vous avez dit que on doit les écouter, ceci, cela. Le RDPC a son expertise nécessaire sur tous les plans pour monter les propositions. Et ces propositions, nous savons à qui les adresser. Ça veut dire que quand le RDPC monte ses propositions, après une échéance électorale, nous faisons des rapports. Nous disons que non, dans le système électoral, il y a à tel niveau où nous avons aussi mal, où on n'arrive pas au RDPC, on a les pauvres. Vous avez parlé tout à l'heure de la caution, du cautionnement. Vous pensez que tout le monde est riche au RDPC? Tout le monde n'est pas riche. Il y a aussi des militants chez nous qui n'ont pas 50 000 francs pour être conseiller municipal. Pourtant, ils sont investis par le parti. Qu'est-ce qu'on fait d'eux? Vous voyez? Donc, ce problème se pose pour tout le monde. Vous comprenez? Il faut qu'on le dise. Parce qu'il ne faut pas que ceux qui nous écoutent de l'extérieur se disent qu'au Cameroun, il y a des règles pour l'opposition, il y a des règles pour le RDPC quand il y a les échanges. C'est le même code qui est mis en jeu et c'est appliqué. Et vous avez vu au Conseil constitutionnel comment on a éliminé des candidatures du RDPC. Carrément parce que ces candidatures ne respectaient pas les règles électorales au Cameroun. Vous avez vu nos camarades Emmanuel Com, qui auraient pensé, on allait dire, il est un membre titulaire du comité central, c'est un monsieur connu, alors on valide. Non, le SDF a porté des recours, on a annulé. Dans le nord-ouest, le sud-ouest, il y a des circonscriptions qui ont été portées au niveau du Conseil constitutionnel, qui ont été annulées. On a repris les élections. Le RDPC prend acte. Dans le nord, vous avez vu, on a élu un maire de la ville, à Marois. L'élection a été annulée. Vous avez vu, à l'ouest, pendant les régionales, où on a gagné, on a annulé, on a repris. Donc, madame, ces élections, ce système électoral, nous voyons qu'il a avancé, il est bien avancé, il est démocratique, il est même admiré, alors que les Camerounais soient conscients du fait qu'ils ont un système électoral qui est aujourd'hui bien avancé. Nous pouvons le perfectir, nous pouvons le rendre plus crédible, c'est vrai, parce que ça tient aussi de la paix sociale. Personne ne veut que le Cameroun implose sur la base des élections, non, du tout. Nous savons qu'en Afrique, la majorité des crises partent de là. Voilà pourquoi le président de la République a toujours dit. Et vous avez vu même l'organe, Elekam, lui-même, faire son adjournament, ce n'est pas nouveau. On a vu M. Bouillom, quand il était à l'ONEL, il avait fait un rapport qui accablant ONEL, qui accablait le système électoral. Et il avait fait en disant que c'est un système qui peut nous conduire à la crise, aux guerres. Le président a pris acte, on a créé l'ECAM. Alors, l'ECAM même demande des propositions en interne pour modifier ce système électoral. Le RDPC, qui est un parti politique démocratique, va prendre acte
des résolutions. Si ça passe, nous allons prendre acte. Et nous allons nous apprêter en fonction des règles. Nous ne les fabriquons pas, on les découvre comme tout le monde. Et la force du RDPC, c'est la mobilisation. La force du RDPC, c'est l'engagement de ses militants. La force du RDPC, c'est la base politique qui est inébranlable. Cette base politique est toujours restée fidèle à la ligne du parti, fidèle à la hiérarchie du parti et fidèle à notre champion, le président Paul Biya, qui est sur le chemin de la construction de la prospérité et de la démocratisation de notre nation. Merci, monsieur Bessala. Nous allons sortir donc de ce premier thème. Le temps pour nous d'entrer dans le second. Nous prenons une petite transition pour permettre à nos panélistes de souffler. Fidèles téléspectateurs, nous entrons dans la deuxième phase de ce débat, ce qui concerne le second sujet qui est relatif à la pandémie à coronavirus. Je parle donc du vaccin anti-Covid-19. Les populations africaines sont sceptiques, je peux dire apeurées en ce qui concerne le vaccin anti-Covid-19. Théorie du complot évoquée ici, M. Hassan Fouapon, que peut-on dire concernant cette théorie du complot qui a été évoquée depuis belle lurette, lorsqu'il s'agit s'est agi du vaccin anti-Covid-19? Bien sûr, il y a une idée qui devient de plus en plus florissante en Afrique, c'est qu'effectivement le coronavirus est une fabrication de laboratoire et que ce virus aurait été fabriqué précisément pour diminuer. Et là, je me fais un peu le porte-parole de la rue, que ce virus aurait été fabriqué précisément pour diminuer les populations africaines, parce qu'il y a des politiques anti-démographiques qui estiment que l'Afrique est très peuplée, et sur la base du malthusianisme, on se dit que bientôt les ressources ne seront plus suffisantes, ou alors que cette population peut devenir plus tard une force de l'Afrique. Il faut donc empêcher son évolution. C'est cette théorie du complot qui, de mon point de vue, amène certains à être réticents. Mais au-delà de la théorie du complot, il faut dire que si aujourd'hui le vaccin contre la Covid-19 pose problème, il y a plusieurs raisons. La première raison, c'est que logiquement, un esprit rationnel, comment est-ce qu'il réfléchit? Si vous souffrez du choléra, s'il y a l'épidémie du choléra actuellement, ou lorsqu'il y avait l'épidémie de la méningite, la meilleure façon de se protéger contre la méningite, c'est de se vacciner. Et on ne peut se vacciner que parce qu'on croit que la méningite existe et qu'on croit effectivement qu'elle peut tuer. Oui. Si les gens sont aujourd'hui réticents face au coronavirus, face au vaccin contre le coronavirus, la première raison, c'est qu'il y a encore ce qu'on peut appeler des corosceptiques, c'est-à-dire des gens qui croient que cette chose même n'existe pas. Et que même si elle existe, le pouvoir qu'on lui attribue n'est pas réel. On dit d'ailleurs que ça ne tue pas les Africains, c'est une grippe qui tue les Occidentaux. Donc plusieurs Africains pensent qu'il suffit de macérer quelques produits traditionnels pour en être guéri, et que pour cela on n'a pas besoin d'être vacciné. La deuxième raison, comme vous le dites, c'est la théorie du complot. On pense qu'à travers le virus, on va inoculer à des individus des puces, on va leur inoculer d'autres maladies, ou alors que ces vaccins ont pour objectif final de les rendre stériles, c'est-à-dire d'empêcher la procréation. Mais la troisième raison, qui de mon point de vue est plus fondée, c'est la polémique même qu'il y a autour de ces différents vaccins. Lorsque, vous savez, pour qu'un vaccin soit administré, il faut qu'il passe par des expérimentations. Là, nous sommes dans le domaine de la médecine qui est une science. Il faut qu'il y ait des expérimentations. Or, la vitesse avec laquelle ces vaccins ont été produits ne garantit pas toujours la crédibilité et ne suscite pas l'adhésion du citoyen qui doit bénéficier du dit vaccin. Vous voyez donc que même en Europe, certains vaccins ont été retirés après qu'ils aient été adoptés par des gouvernements. AstraZeneca, par exemple, a été retiré dans plusieurs pays européens. Donc lorsque ce sont même les pays
qui financent les laboratoires de production des vaccins, qui commencent à douter, il est clair que nous aussi chez nous, cela renforce le doute, la suspicion qui planait déjà autour de ce vaccin-là. Et donc, fondamentalement, dans ce sens, on peut comprendre les réticents. Mais il faut dire, parce qu'il ne faut pas aussi généraliser, il faut dire qu'il y a plusieurs pays africains qui sont déjà engagés, qui ont commenté de fortes doses. Parfois, parmi les vaccins acceptés par l'OMS, parfois parmi des vaccins qui ne sont pas toujours homologués. Et vous voyez même qu'il y a une sorte de lutte entre les laboratoires russes, laboratoires chinois et le AstraZeneca. Il y a des luttes où il faut se positionner sur le marché comme étant le meilleur fournisseur, parce que derrière il y a aussi de la rente. Vous voyez, oui. Et c'est au regard de tout cela que plusieurs Africains vont se positionner comme étant hors jeu. Parce que voilà donc des véritables personnes qui sont hors jeu. Et c'est le lieu pour moi. Tout à l'heure, on parlait de la Cour pénale internationale. Il faut que l'Afrique ait ses institutions de souveraineté. C'est le lieu, pour moi, d'interpeller les Africains ou nos dirigeants sur deux choses. La première chose, il faut financer la recherche scientifique pour qu'à la fin, nous ayons nous-mêmes des laboratoires capables de produire ou bien de nous fabriquer des produits qui suscitent mieux l'adhésion. Deuxième chose, il faut investir même dans la naturopathie. La recherche des solutions endogènes. Parce qu'une fois, j'entendais quelqu'un dire, nous sommes dans l'universel, et il faut, arrêtons de dire qu'il faut toujours faire dans l'endogène. Mais assurez-vous, ce qui est universel est d'abord endogène. Ça veut dire que ce sont des solutions endogènes qui sont proposées au monde. Et tant que l'Afrique ne pourra pas travailler sur ses propres solutions qu'elle va proposer au monde, je pense qu'elle va toujours subir le diktat des autres. Alors la population africaine et camerounaise en particulier est-elle prête à faire des ajustements en ce qui concerne ce vaccin qui pourra être inoculé? Oui, madame, je vais ajouter aussi un véritable problème, celui de la communication. Et un véritable souci de communication qui fait en sorte que les populations aujourd'hui sont exposées à tout ce qu'elles lisent dans les réseaux sociaux, dans les médias, lisent partout, entendent dans la radio et qui parfois sont insuffisamment même informés déjà de ce qu'ils diffusent ou écrivent dans les réseaux sociaux. Ce qui fait en sorte que aujourd'hui les gens ne sont pas susceptibles d'accepter un certain nombre de mesures qui sont prises par le gouvernement. Mais maintenant, il faut dire que s'il y a depuis un an, l'année dernière, on avait une seule façon d'éviter cette pandémie, c'était les mesures barrières, en attendant que la recherche se poursuive. Et si ça a été fabriqué en laboratoire pour cette opinion-là, alors que cette même opinion nous dise alors où se trouve l'antidote, parce qu'on ne peut pas fabriquer un virus sans son antidote. Et valider en laboratoire, c'est impossible. On fabrique un virus, on fabrique son antidote. Et parfois, l'antidote est le virus qui est inoculé, et c'est ça qu'on appelle le vaccin parfois. Donc, en ce moment, nous avons une deuxième possibilité de prévention qu'on appelle le vaccin. Il y a maintenant les vaccins. Au départ, c'était un vaccin. Maintenant, il y a les vaccins. Et les grandes puissances en ont fait même déjà un instrument de géopolitique et de combat géostratégique aujourd'hui. Au point où certains sabotent les vaccins des autres et les autres sabotent les vaccins des autres. Et ça devient un instrument aujourd'hui de combat géopolitique. Et là-dedans, la communication qui est faite n'est pas susceptible de confirmer ou alors de convaincre les Africains que nous sommes, parce que nous n'avons pas fabriqué de vaccin, à l'accepter. Puisque si on a dit AstraZeneca, vous avez vu le gouvernement faire le pas vers AstraZeneca au départ. Aujourd'hui, toute la communication qui a été faite négativement sur AstraZeneca, le gouvernement camerounais est obligé de se rétracter. L'Afrique du Sud, pareil. Beaucoup de pays se sont rétractés. Maintenant, d'autres vendent leurs vaccins. Demain, on vous dira que ces vaccins sont insuffisants, puisque la recherche se poursuit toujours. Est-ce que c'est de nature aujourd'hui à nous rassurer? Je rejoins dans la salle en disant que nous, Africains, nous avons la chance d'avoir un troisième élément. En dehors, ce troisième élément est double, c'est l'élément curatif. Je ne vais pas vous couper la parole, M. Bessala. Parlons justement de cette communication. Nous avons vu en tout début de la pandémie à coronavirus au Cameroun, les médias, le gouvernement et le ministère de la Santé ont pris sur eux de communiquer assez en ce qui concerne les mesures barrières à adopter pour se protéger du coronavirus. Mais aujourd'hui, on constate que cette communication a un tout petit peu lâché. Est-ce que vous ne trouvez pas aussi qu'à ce niveau-là, le gouvernement a failli?
Il y a eu un relâchement. Ce n'était pas simplement l'apanage du gouvernement. Il y a eu un relâchement global, même dans le monde. Vous avez vu, la 3e vague a surpris tout le monde entier. En Europe, où on pensait qu'on déconfinait déjà, on allait à l'école, on en sortait, on permettait aux gens de se mouvoir. Maintenant, à un moment là, quand la 3e vague arrive avec ce qu'ils ont appelé les variants, et même comprennent ce que ça signifie, vous avez vu que tout le monde entier a encore été surpris par cela. Donc ce n'est pas simplement le gouvernement, tout le monde a relâché. Mais maintenant, il est bien temps qu'on revienne dans une communication offensive. La communication offensive permet bien évidemment d'anticiper sur les compréhensions, les acceptations et bien évidemment les conceptions, ce que les gens vont comprendre de ce qui est fait pour eux, pour les protéger. Est-ce que c'est le cas aujourd'hui? Je doute très fort. Est-ce que le ministère de la Communication communique de manière efficace aujourd'hui? Je doute très fort. Parce que vous avez vu ce que la presse privée, je vous en remercie déjà, a fait pour les mesures barrières. Vous avez travaillé beaucoup pour les mesures barrières et les spots et les émissions spécialisées et c'est la sensibilisation. Le peuple a pris peur, c'est vrai, à un moment donné on évitait de tomber dans la psychose, mais à un moment donné chacun était conscient que ça peut tuer. Vous avez vu aujourd'hui, est-ce que vous avez, prenons le cas de Orca, ici, le centre, l'ancien Orca. Déjà j'ai critiqué cela en disant c'est une faute communicationnelle. On ne peut pas prendre le label d'une entreprise qui vend du manufacturier, de la consommation et tout, et coller à l'image de la mort, comme Orca. Comment on le fait, Corona et tout ça. Et cela, j'avais sollicité à ce qu'on revoie la façon d'appeler cet organisme, mais bon, ça a été maintenu par le ministre de la Communication. C'est une faute communicationnelle. Par la suite, quelle est la communication? Si on interroge chacun ici, ce qu'il a, la perception qu'il a de Orca, on vous dira que là-bas, quand on entre, on en ressort mort. Est-ce que c'est vrai? Alors que la majorité ressort vivant. Mais maintenant, un problème d'organisation de ce côté, est-ce que c'est bien organisé? C'est tout cela qui fait en sorte que aujourd'hui, la pharmacopée africaine, un élément géostratégique, est-ce que cette pharmacopée peut s'affirmer comme convaincante au niveau international? C'est déjà match raté, il faut le dire. Pour le moment, on ne pourra pas le faire. Pourquoi? Aussitôt, parce que les mécanismes qui ont été établis selon les normes de la médecine et le protocole de la médecine occidentale. Aujourd'hui, quand il est très difficile de prouver à l'OMS qu'il y a une herbe derrière le champ de ma grand-mère qui nous a soignés depuis jusqu'à à cet âge-ci, que cette herbe-là, une fois que vous pugez, vous pouvez être guéri. Monsieur Bessala, est-ce que justement le fait d'avoir mis en avant cette pharmacopée-là n'a pas permis aux citoyens africains, aux Camerounais de s'enliser en ce qui concerne la lutte contre la Covid-19, le fait de savoir que je peux prendre une herbe et boire et tout, est-ce que cela aussi n'a pas contribué à ce relâchement-là? C'est l'avantage de l'Afrique, ça a contribué justement. Et quelle est donc la communication qu'on a faite sur la... parce que tout est réglé dans la communication. J'aime cette science-là. La communication permet de transformer le noir en blanc, comme transformer le blanc en noir tout étant noir. Cela signifie que la communication en mesure ce que l'Occident a toujours noirci comme la pharmacopée africaine, qu'elle n'est pas scientifique, elle ne répond à aucun protocole, bon, soit disant c'est vrai, mais cette pharmacopée a fait des prouesses en ce qui concerne la pandémie et l'OMS a reconnu de manière tacite que ce qui a favorisé le fait que l'Afrique soit épargnée de l'hécatombe qu'on avait prévu au départ de cette pandémie, il faut le dire, c'est aussi un élément essentiel qu'on appelle la pharmacie africaine. Et que cette pharmacie africaine-là a toujours soigné. Combien de Camerounais et d'Africains vont à l'hôpital? On va à l'hôpital en Afrique lorsqu'on sent qu'on veut, on est fini. Quand on sent que vraiment on a perdu toutes ses forces, là on transporte vers l'hôpital. Très peu. Le taux d'Africains qui vont à l'hôpital est réduit. Mais les Africains sont malades et se soignent. On pose donc la question, qu'est-ce qui soigne les Africains alors qu'ils ne vont pas à l'hôpital? Leurs hôpitaux ne sont pas équipés, comme on dit et tout. Qu'est-ce qui les soigne? Il y a donc une pharmacopée qui est là, qui les soigne. Et cette pharmacopée a été utilisée par les Africains. Et en attendant, il faut donc démontrer, moi je suis pour ceux qui pensent qu'il va bien falloir que les Africains essayent de sortir leur médecine du hasard de la réussite. C'est ce que j'appelle le hasard de la réussite pour la rationaliser. Il y a une autre question. Et la maître, oui. Il y a une autre question là, maintenant je vais passer la parole à monsieur Isomba. Le fait que le gouvernement sache qu'il y a une pharmacopée efficace,
au Cameroun dans le cadre de la lutte contre la Covid-19, mais ne permettent pas à cette pharmacopée de pouvoir se déployer afin de lutter contre la pandémie. Cela, quelque part, n'a-t-il pas d'impact sur les citoyens camerounais pour aujourd'hui taxer le gouvernement comment dirais-je, de complotistes aussi? Merci, M. Hassan. Avant de répondre justement à votre question, je voudrais d'abord relever une chose. L'Afrique a subi une facette de la guerre, ce qu'on appelle la guerre biologique. Parce qu'il ne faudrait pas penser que la guerre s'est limitée sur le plan militaire. Il y a la guerre médiatique, elle s'est complexifiée, elle s'est diversifiée. Et c'est pour cela qu'actuellement, c'est une invite pour les Africains de repenser leur modèle de développement et de savoir que ce que le professeur Onang appelle souvent la pharmafia, c'est-à-dire dans cette histoire de la Covid, il y a plusieurs enjeux qui sont mis au devant de la scène. J'ai aimé M. Bessala qui a parlé de la géopolitique et justement, la prochaine guerre sera celle de l'eau. Il faut s'attendre, celle de l'eau. Les Blancs ne dorment pas. Je veux le dire trivialement pour que les téléspectateurs puissent nous suivre. Les Blancs ne blaguent pas. En ce qui concerne précisément ce vaccin, qui fait l'objet de plusieurs polémiques, et à Sputnik 5, le vaccin russe, avec AstraZeneca, au niveau de l'Union européenne, ils ne s'entendent pas. On voit bel et bien qu'à travers le vaccin, on déploie la puissance. À travers le vaccin, il y a l'hégémonie qui se déploie, surtout beaucoup plus en Afrique. C'est-à-dire que la bataille est sur plusieurs plans. La bataille n'est plus limitée au niveau de l'arme de dissuasion. La bataille s'est complexifiée. La bataille a plusieurs facettes actuellement. Elle est biologique. Elle est biologique dans le sens où on crée des virus. On essaie un peu de faire fonctionner non seulement les industries pharmaceutiques, on essaie un peu à travers cette facette de se redéployer au niveau de l'Afrique. Et il y a un brillant écrivain, Priscille Nguyen, qui a parlé qui a évoqué cet aspect dans son mémoire, intitulé l'Afrique subsaharienne subit les affres du néocolonialisme. On est en train de revoir cela. Et il revient maintenant aux Africains de prendre conscience que d'autres virus vont revenir. M. Hassan a parlé de la recherche. Il faudrait regarder ce que notre budget au niveau du ministère de la Recherche, ça ne représente rien. Vous ne pouvez pas. Et c'est ce que le docteur Peyou, à travers les initiatives endogènes, a eu à dire que non. Là, vous voyez, vous ne voyez que la Covid. Il faudrait se préparer à d'autres guerres, à d'autres microbes. Donc, c'est une invite, un leadership qui revient, qui est demandé au niveau sur le plan africain pour que nous ayons un bouclier sanitaire. Et on peut obtenir ce bouclier sanitaire si et seulement si la recherche est encouragée. Docteur Peyoun Dissamba, il y a plusieurs nos compatriotes qui sont des brillants médecins dans les pays occidentaux qui sont vraiment qui tirent la sonnette d'alarme par rapport à cela. Il faudrait exploiter donc ces initiatives. Et l'Afrique a plusieurs potentialités. Vous voyez, même ces industries pharmaceutiques viennent puiser ici en Afrique. Mais que font les pays africains? Que font les pays africains? On parle de la Covid aujourd'hui. Vous voyez même, il y a jusqu'à la théorie du complot est visible. Il y a tout un vocabulaire même au niveau, tantôt la Covid, tantôt le Covid. Et il y a plusieurs, on parle de variants et autres. Non, il faudrait faire attention. C'est-à-dire, il y a les anti-populationnistes comme Georges Soros et un autre milliardaire dont le nom va venir, qui avait évoqué le taux démographique de l'Afrique, c'est-à-dire il faut trouver les moyens pour bien le contrôler parce qu'on considère que l'homme africain et le taux de natalité est tellement élevé. Ça fait partie des éléments de puissance, c'est-à-dire pour vous contrôler, il faudrait contrôler votre population. Monsieur on va sur cet angle-là, alors ce qui se passe aussi à l'étranger peut être mis en question. Les décès et tout. Ce qui se passe à l'étranger, c'est quoi? Je vous ai parlé d'une autre facette de la guerre, elle est médiatique, c'est-à-dire il faut un matraquage médiatique pour jouer sur la psychose et sur la psychologie des populations, c'est-à-dire montrer la gravité de cette pandémie et pour que
pour qu'on accélère justement cette vaccination, que les industries qui produisent ces vaccins puissent s'écouler. Parce que si on vous parle du chiffre d'affaires de toutes ces industries-là, hein, monsieur, je ne voudrais pas évoquer de ce que monsieur le président sénégalais est en train de subir aujourd'hui pour avoir commandité ou bien commandé le vaccin chinois, qui n'a pas fait justement l'unanimité au niveau des cercles du pouvoir français, qui pense que non, nous on a nos vaccins ici, vous partez prendre le vaccin, il y a cette guerre, cette bataille. Ils reviennent dans cette bataille. Ce qui se pose comme problème, bien comme leçon, de manière simple, c'est que dans cette bataille, quelle est la position de l'Afrique? Quelle est la position de l'Afrique dans cette bataille? Il revient. La Covid nous donne l'opportunité de voir ce que le professeur Emmanuel Pondi, dans son ouvrage Vie et mort de Kadhafi, quelles leçons pour l'Afrique. C'est-à-dire, pour repenser l'Afrique sur le plan militaire, repenser l'Afrique sur le plan sanitaire, pour que nous soyons indépendants sur ces plans-là et que nous puissions exploiter les potentialités naturelles qui sont à notre guise. Parce qu'on subit, l'Afrique subit les vaccins qui viennent de l'Europe, qui ne sont même pas contrôlés. Et ces vaccins, quelles sont les visées de ces vaccins? Il faudrait faire attention. Donc, Monsieur Somba, c'est ça qui cause beaucoup de méfiance vis-à-vis de la population à travers, vraiment, il y a certaines pandémies qui sont là depuis belle lurette. C'est-à-dire, on n'arrive pas à trouver les vaccins, mais on voit la rapidité avec laquelle ces différents vaccins ont été mis au marché. On se pose beaucoup de questions. Est-ce que c'est pour le bénéfice de la population africaine? Il faudrait que les pays africains, les dirigeants africains, saisissent de cette opportunité pour encourager la recherche, pour financer la recherche et pour encourager toute initiative endogène. Monseigneur Cléda et les autres, les maîtres, créer même des laboratoires dans le but de mettre à la disposition des populations nos propres vaccins. Même en Cameroun, cela va faire la fierté justement de notre Afrique et de notre pays. Monsieur Hassan Fapon, du point de vue de monsieur Pierre-Cédric Essomba, je pense que quelque part on peut déceler une remise en doute de l'existence de la Covid-19, de ce qu'il est en train de dire. Alors, pensez-vous que ce que monsieur Essomba est en train de dire... Linda, pardon, quand vous parlez de la remise en doute, non, le point qui se passe, c'est que je ne voudrais pas que les téléspectateurs aient peut-être une idée selon laquelle la Covid n'existe pas. Je dis que la Covid existe, mais derrière la Covid, il y a d'autres enjeux qui se passent. Les enjeux de puissance. Des enjeux de puissance. Et dans ces enjeux-là, et avec cette maladie-là, ça devrait être une opportunité pour les leaders africains, de repenser que l'Afrique ne soit plus ce dépotoir. C'est-à-dire qu'il faudrait que l'Afrique essaie un peu de s'autonomiser sur le plan sanitaire, qu'on soit capable d'exploiter nos intellectuels, nos chercheurs. Je vous ai cité le docteur Peyou, avec qui j'ai partagé un autre espace médiatique, où cette dame, elle est impressionnante au niveau de la recherche. Elle donne cours en Europe. Il y a un autre docteur là, il y a même Monseigneur. Il faudrait prendre ces gens en compte. Il y a même les différents naturopathes qui sont là. Nos naturopathes, nos grands-mères qui nous administrent toujours des recettes. Exploiter toutes ces potentialités-là pour que nous ayons un bouclier indépendant sanitairement. C'est ce que je propose. Monsieur Hassan Fapon, vous avez entendu? Oui, effectivement, sa pensée n'était pas de remettre en question l'existence de la Covid-19, mais il s'agit tout simplement de s'interroger sur son origine même d'ailleurs, et de constater que son existence aujourd'hui fait du bien à certains et beaucoup de mal à d'autres. Il faut d'ailleurs dire que nous débattons sur un vaccin qui est même présenté comme n'étant pas un passe-droit. Ça veut dire que le fait même que vous soyez vacciné ne vous empêche pas de continuer à porter le masque, de respecter les mesures barrières de vous. Ça veut dire que finalement, on se demande contre quoi est-ce que le vaccin protège. Si je dois me vacciner contre la méningite pour ne pas être protégé totalement contre la méningite, pour qu'on m'impose encore les mesures ou bien les comportements qui doivent m'empêcher de respecter. Parce que le vaccin, c'est quoi? C'est une barrière qui fait en sorte que peu importe la manière dont le virus arrive, il ne peut pas vous toucher. Mais comment on nous fait encore? Il y a même eu ce débat en France où
des gens ont rapidement couru pour se faire vacciner parce qu'ils croyaient que avec l'arrivée du vaccin, avec l'avènement du vaccin, on était finalement libéré des mesures barrières qui, il faut bien le dire, constituent une mince affaire pour l'esprit humain, ces mesures barrières. Et donc, si le vaccin permettait aux gens de ne plus être obligés de respecter la distanciation sociale, de porter les cache-nez, de se laver les mains chaque seconde, je pense qu'il serait la bienvenue. Mais on nous dit encore, l'OMS nous dit encore que le vaccin n'est pas un passe-droit. Ce n'est pas parce que vous êtes vacciné que fondamentalement, vous devez ne plus respecter les mesures barrières. Finalement, on se demande contre quoi est-ce que le vaccin protège. Et il faut donc revenir sur ce que disait mon prédécesseur. En réalité, l'Afrique a toujours eu l'habitude d'être en retard, de ne pas se positionner. Aujourd'hui, il faut que l'Afrique se positionne. Et je l'ai dit déjà plusieurs fois ici, là. Le coronavirus n'a pas créé de l'État. Le coronavirus est simplement venu mettre en exergue l'état de certains systèmes. Comme il est en train de mettre en exergue l'état géopolitique, géostratégique, économique, infrastructurel de l'Afrique. Parce que la réponse à cette pandémie n'est pas qu'une réponse sanitaire. C'est aussi une réponse géopolitique, c'est aussi une réponse géostratégique. L'Afrique a pendant longtemps négligé la pharmacopée traditionnelle. Et je pense qu'aujourd'hui, elle est en train de payer le prix de cette négligence. La négligence ici repose sur quoi? Premièrement, on n'a pas suffisamment donné de moyens aux experts, aux chercheurs dans ce domaine pour qu'ils puissent produire des résultats qui puissent aider la médecine africaine à avancer. Et deuxièmement, on a laissé entrer dans ce domaine n'importe qui. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, n'importe qui se déclare docteur naturopathe et prend sur lui la responsabilité de proposer aux citoyens des produits qui sont censés les guérir et qui parfois, il faut faire attention, produisent plutôt les effets contraires. Or, en réalité, même dans la médecine traditionnelle, il y a la question du dosage. Même dans la médecine traditionnelle, il y a la question de la transformation des produits naturels en produits consommables. Parce qu'en réalité, ce n'est pas parce qu'on a pris n'importe quelle herbe qu'on va les associer et donner à boire à un individu. Mais donc, même dans la médecine traditionnelle, la question de la transformation se pose. Il faut donc scientifiser ce domaine, le rendre scientifique, le rendre technique et le rendre surtout sérieux. De telle sorte que n'y entre plus n'importe qui, mais aussi que des moyens soient donnés, soient fournis aux experts qui seront reconnus comme tels. Vous savez qu'il existe aujourd'hui à la faculté de médecine tout un département de pharmacopée traditionnelle ou bien de naturopathologie. Monsieur Hassan Fopon, je vais essayer de faire un bond arrière sur votre discours de tout à l'heure. De vos différents points de vue, l'on peut donc dénoter le fait qu'il ressort une double psychose en ce qui concerne la maladie à coronavirus au sein des populations déjà en premier plan, le problème des vaccins contre la Covid-19 et maintenant la maladie en elle-même. Alors, de ces deux points de vue-là, vous ne trouvez pas que la population sera un peu davantage sceptique en ce qui concerne même la prise en charge concernant la maladie? Alors, où se trouve-t-elle aujourd'hui et à quel sens se vouer? Je vais répondre, je vous passe la parole tout à l'heure. En fait, l'esprit humain fonctionne d'une manière normale. C'est-à-dire que lorsqu'il y a un flux et un reflux d'informations dissonantes, c'est-à-dire qui s'opposent, cela ne peut créer chez l'être humain qu'un comportement ambivalent. Ça veut dire qu'il y a des moments où il donne l'impression d'adhérer et des moments où il donne l'impression d'être réticent. Et quand je parle d'informations dissonantes, vous comprenez donc effectivement de quoi je veux parler. Certains scientifiques nous disent que la plupart de personnes déclarées mortes de coronavirus n'étaient pas mortes de coronavirus. Et il y a un chercheur qui disait que sur 100 personnes déclarées mortes de coronavirus, en réalité, il n'y a peut-être que 15 ou 20 qui sont mortes de coronavirus. D'autres nous font croire que le coronavirus tue déjà plus que le sida, plus que le paludisme mélangé. Donc finalement, la population reçoit ces informations dissonantes et cela ne peut créer chez elle qu'un comportement
ambivalent. C'est pourquoi il évoquait les questions de communication. Parlons justement de ce problème concernant des maladies qui ont été reléguées au second plan, comme par exemple le sida, la tuberculose et autres maladies, le paludisme même, qui continue de faire des victimes. On a l'impression que le gouvernement, en ce qui concerne le ministère de la Santé, a lésé certaines maladies qui peut-être aujourd'hui sont en train de tuer et auxquelles on attribue le coronavirus. Que pensez-vous de cela, monsieur Bessala? Je ne pense pas que ce soit parce que le ministère de la Santé a lésé certaines maladies. C'est encore un problème de communication. Beaucoup pensent qu'ils seront plus exposés à l'hôpital ou dans une formation sanitaire en allant pour se soigner d'une autre maladie qu'étant chez soi, par exemple. Et il faut corriger cet élément en disant que le gouvernement, même dans les formations sanitaires qui ont des pavillons spécialisés en matière de Covid-19, et les autres spécialités, les autres pavillons, les autres domaines de la santé continuent de fonctionner et on continue de traiter normalement les citoyens sur les autres maladies, concernant d'autres maladies. Et parce qu'aujourd'hui, vous savez, il suffit, je vais vous prendre un exemple, il suffit que vous alliez à l'hôpital et que peut-être vous avez votre parent, un ami ou un parent, un frère qui a souffert d'une maladie parfois cardiaque depuis des années, des années, des années. Il arrive, il suffit qu'il décède et qu'on vous fasse un certificat de genre de mort en disant que c'est plutôt le coronavirus qui l'a tué. Vous ne percevez pas l'écho communicationnel qu'il y aura autour de vous, votre entourage, votre famille, votre voisinage et tout. C'est tout cela que je disais, il faut corriger. Il faut une communication bien spécialisée. Mais malheureusement, au Cameroun, vous savez que si on vous demande qui communique pour cette histoire au Cameroun, vous allez poser des mains sur la tête. C'est des administrateurs civils, c'est des médecins. On ne refuse pas qu'un médecin communique, mais un médecin doit communiquer selon un protocole défini par le médecin de la communication, qui est le spécialiste. Aujourd'hui, les spécialistes doivent prendre le devant encore. Parce qu'on a apprécié la communication en 2020. Vous avez vu la stratégie de communication qui avait été adoptée de manière spontanée par des médias. Et on a vu même le gouvernement qui avait une façon de communiquer qui était appréciable. Mais elle était adaptée à une période bien précise de la pandémie. Maintenant, nous sommes dans une période bien précise. Celle-là ne peut plus passer aujourd'hui. Si vous venez dire aux gens que vraiment, il faut porter le masque, d'abord, vous voyez avec quelle difficulté le gouvernement a convaincre les gens de porter simplement un masque. C'est difficile maintenant. On dit aux gens ne surchargez plus, sinon on va vous punir. Les gens vous disent que vraiment laissez cette histoire-là. On a suivi hier à la télé. Que d'ailleurs j'ai lu sur Facebook que, en principe même cette histoire-là, j'ai un ami qui est en France qui m'a dit que vraiment on ne meurt pas de ça en Afrique. Il suffit de boire la coupe. Il suffit de boire. Est-ce que c'est la bonne communication aujourd'hui? Au même moment on vous dit on va importer un vaccin. Au moment où on vous dit vraiment cette histoire-là, il suffit pour moi que je fasse un tour au village. D'abord, mon voisin a été soigné de ceci, tel est mort de cela, et l'autre n'est pas mort de cela. D'ailleurs, on doute, et que ceci, et que cela. Tout ce cafouillage communicationnel ne va pas permettre. L'Europe réussit sur la base de sa communication. Parce que quand vous regardez les médias internationaux, quand vous mettez un média français, quand vous regardez leur façon de communiquer sur la pandémie, alors vous comprenez que le citoyen n'a plus besoin à ce qu'on fasse le porte-à-porte, parce qu'il suffit qu'il allume sa télévision, en 2 minutes, il est convaincu de ce qui est fait, ce qu'il doit faire, à quel niveau la pandémie est, à quel niveau elle est dangereuse, à quelle mesure, à quel niveau il doit prendre des dispositions avec sa famille pour être épargné. Au Cameroun, je vous mets au défi de mettre la télévision toute la journée. Prenez, choisissez une chaîne. Bon, c'est Camdis, bien évidemment. Toute la journée, vous mettez Camdis. Pas pour dire que c'est la mission de Camdis. C'est une entreprise qui doit être accompagnée par le gouvernement. Moi, je suis d'accord que le gouvernement, si le gouvernement ne peut plus, parce que je suis de ceux qui pensent que la stratégie classique de communication du gouvernement, aujourd'hui, elle doit être revue. De telle sorte qu'elle est caduque. Quasiment, parce qu'elle n'est plus efficace, du style protocolaire, avec des points de presse où on a des membres du gouvernement qui veulent expliquer en 30 minutes, qui attendent que les hommes de médias qui sont présents aillent relayer dans un reportage de 3 minutes au journal que je ne suis pas sûr de regarder parce que je suis préoccupé avec Facebook, par exemple. Vous voyez, cette stratégie-là aujourd'hui n'est plus efficace. Il faut qu'on arrive à un moment où on peut s'adapter. Vous savez, j'aime Mark Twain. Mark Twain avait dit que le mensonge peut faire le tour de la terre. J'aime cette citation. Le temps simplement pour la vérité remet ses chaussures. Ça veut dire qu'au moment où vous êtes conviés, comme disent, à aller assister à un point de presse qui aura lieu à 22 h pour communiquer sur une situation qui a eu avant-hier,
concernant un mort de coronavirus ou un centre de rétention comme Orca. Alors, madame, je vous dis, entre ce temps-là, avant-hier, et le moment où vous embarquez les caméras pour aller suivre le ministre, rentrer, préparer les papiers pour diffuser au journal du lendemain, puisqu'il est 22h, 23h du jour. Alors, madame, je vous dis, le mensonge a fait le tour du monde. Ma grand-mère au village, qui a déjà aussi l'Android, appuie comme ça et lit carrément que aujourd'hui, le corona peut se transmettre d'une façon ou d'une autre. Donc, c'est tout cet ensemble de problèmes-là qui fait en sorte que je dis, on a un problème, on n'a pas un problème de médicaments en Afrique. On n'a pas un problème de vaccins et autres là. Ça, c'est d'autres choses. On n'a pas un problème de débat entre médecine classique et médecine parce que la médecine africaine n'a pas besoin d'être vendue. Concrètement à ce que j'ai entendu, qu'on doit vendre, on doit donner les moyens peut-être. Là, on est d'accord. Mais nous dire qu'on doit se soigner, nous tous nous le savons. Chacun sait. Quand chacun va guetter ailleurs là au village, on ne dit au revoir à personne. Et parfois, c'est le médecin à l'hôpital qui vous dit que vraiment pour le cas précis, madame, je ne vous conseille pas de rester ici. Allez, je vais vous conseiller en nature. Donc, il travaille toujours en coloration, puisque le médecin même va au village aussi se soigner parfois. Donc, ce problème ne se pose pas en Afrique. On n'avait pas ce problème. On a un problème de communication. Nous sommes envahis par une mauvaise communication qui est adaptée à l'occidental. Et qui, aujourd'hui, les médias occidentaux, Facebook, c'est occidental, WhatsApp et machin, ils nous balancent des choses pour nous dire que dans la province, au département de Saint-Louis, je ne sais où en France, je n'y étais pas, ça ne m'intéresse pas du tout. Je suis africain, je l'aime. J'aime l'Afrique, bien que je porte une veste et une cravate, c'est pour la communauté de vos plateaux. Donc, pour dire que, madame, aujourd'hui, cette communication occidentale ne nous fait pas du bien. Quand nous vendons une communication adaptée, j'interpelle donc les membres du gouvernement, notamment le ministre de la Santé publique, qui n'est pas un expert en communication, déjà je peux le comprendre, qui est entouré certainement des gens d'une cellule de communication. Bon, je ne la qualifie pas, mais je dirais qu'elle peut faire mieux en disant qu'il faut que les autorités adoptent une stratégie de communication et que si elle est bien adaptée, avec les idées que nous pensons, nous avons en tête, alors vous verrez que en un mois, l'Africain n'aura plus peur du corona. De deux, il saura que quand il a le corona, il ne doit pas cramer, il ne doit pas avoir peur parce qu'il ne va pas forcément en mourir s'il n'a pas une autre maladie qui va l'entraîner à la comorbidité. L'Africain, face à l'oxygène, aujourd'hui, nous savons bien que médicalement, l'Africain, avec l'oxygène, ça ne donne pas. Vous savez pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, en Afrique, l'Africain a une capacité immunitaire qui lui permet d'être adapté à un protocole de médicaments bien précis. Et ce protocole-là répond au protocole qu'il a pris depuis qu'il est tout petit. Nous avons été soignés parce que vous savez, aujourd'hui, on nous dit que si on ne prend pas ce qui vient de l'étranger, on ne sera pas sauvé. Moi, je doute fort. La communication est tout. Alors, l'Afrique doit-elle s'attendre au pire? Voilà la question cruciale en ce qui concerne cette pandémie à coronavirus. Je me tourne vers vous, monsieur le Président. Non, mais on avait annoncé que l'Afrique, on a annoncé ce pire-là dès le début. Non, je suis d'accord, il faut structurer la communication, il faudrait l'actualiser, il faudrait l'adapter. Vous savez bel et bien qu'en fonction du contexte et le milieu dans lequel nous nous retrouvons, on ne peut pas avoir presque la même communication que celle des Européens. Vous savez bel et bien que nous avons encore des zones tellement enclavées. Et selon aussi des composantes sociologiques, traduire cette communication même en langue locale pour pouvoir atteindre toutes les couches sociales. Donc, c'est ce que nous appelons à nos dirigeants de structurer, d'adapter cette communication et de financer aussi, parce que ce problème pose même encore un autre aspect, c'est-à-dire le financement des médias, parce qu'il faudrait que l'État finance les médias, encourage les promoteurs, comme moi je ne peux que féliciter le promoteur de cette chaîne qui a un grand travail dans le sens, parce que la Covid concerne tout le monde. C'est pas question, ça n'a pas d'idéologie ou bien de bord politique ou bien de, je ne sais pas, sans distinction. Donc, il faudrait vivre avec ça, sensibiliser les populations et surtout ce que j'ai dit en amont. Parce qu'après le Covid, on aura encore quelle autre maladie. Je ne suis pas en train d'inviter encore une nouvelle maladie, mais il faudrait être proactif, il faudrait prévoir en mettant en place un certain nombre d'éléments, parmi lesquels encourager la recherche, essayer un peu d'autonomiser notre recherche et nos chercheurs, et aussi que l'État structure aussi sa politique sanitaire, c'est-à-dire l'adapter aussi à nos réalités socio-culturelles. Ça va faire en sorte que nous soyons indépendants. Et au-delà de tout ça, on peut m'interpeller la conscience même africaine sur le fait que, vous voyez l'Union européenne, ils ont toute une organisation qui s'occupe
uniquement de la recherche, qui s'occupe uniquement des médicaments. Mais ici en Afrique, quand je vois notre Union africaine, c'est vraiment vide. Il faudrait questionner encore le contenu qu'on met dans ça. Et ce que je suis, c'est dans ce sens-là que le frère Muammar Kadhafi, par son âme, pensait qu'il faudrait s'autonomiser sur le plan africain. Ça va faire en sorte que, au niveau de la recherche, si nous avons une structure indépendante africaine qui s'occupe de la recherche, qui regroupe au sein d'elle des chercheurs des différents pays africains pour tabler sur les nouvelles menaces, comme la menace biologique, ça va faire en sorte que l'Afrique sera à même de résister à tous ces virus-là, à tout ce qui sera lié à des maladies. Donc c'est ça, c'est l'opportunité. C'est maintenant que les Africains devraient s'imprégner vraiment de cette réalité-là, qui consiste à dire que notre indépendance devrait aussi être sanitaire. D'accord. Nous allons conclure dans quelques minutes. Le temps pour vous, chers panélistes, de donner des conclusions à ce grand débat. Je vais me tourner vers vous, monsieur le consultant. Je pense que la conclusion que je peux donner doit consister à répondre à la question que vous avez posée précédemment. L'Afrique s'attend à le pire. Je pense que l'Afrique est dans le pire et doit sortir du pire. Parce que le pire de l'Afrique, ce n'est pas de mourir de Covid-19, mais le pire de l'Afrique, c'est d'être presque morte culturellement, d'être morte idéologiquement. Et c'est parce que l'Afrique est morte culturellement et idéologiquement qu'elle reçoit qu'elle reçoit sans esprit critique, sans remise en question tout ce qui vient de l'Occident. Et c'est de cela que l'Afrique doit sortir. Il faut que l'Afrique se réveille, qu'elle ait enfin des intellectuels courageux, des dirigeants, des hommes politiques courageux qui sont capables de tenir un discours différent et de dire aux Africains que ce qui vient d'ailleurs n'est pas toujours vrai. Oui, je vais dire qu'à court terme, il va bien falloir que les États africains, notamment le Cameroun, essayent de s'appesantir dans la recherche, dans la pharmacopée locale, parce que vous savez que la recherche aujourd'hui est divisée. Très peu qui s'intéressent à la pharmacopée locale, beaucoup investissent dans les laboratoires pour prouver le protocole médicinal qui vient de chez les Blancs, sachant qu'ils ne peuvent pas être les premiers de ce côté, parce que les Blancs seront toujours premiers dans leur médecine. Alors concentrons-nous d'abord en Afrique, si possible, qu'on essaye de combiner les éléments, parce que vous voyez au Gabon, les chercheurs, les praticiens, comme on les appelle, c'est déjà même très péjoratif. Les médecins africains, moi je les appelle ainsi, ce n'est pas parce qu'ils n'ont pas de doctorat blanc. Les médecins africains, au Gabon disent qu'ils ont un remède, au Cameroun ils ont un remède, à Madagascar ils ont un remède, au Sénégal ils ont un remède. Pourquoi ne pas organiser ces États, faciliter la rencontre avec ces gens pour essayer de voir. Vous verrez même que ce sont les mêmes herbes qu'ils utilisent partout, mais chacun dit que c'est le remède congolais, gabonais. Dans l'immédiat, il faut que les Africains et les gouvernements essayent de les mettre ensemble pour essayer de sauver la population. Maintenant, à long terme, comme on a dit, il va bien falloir que l'Afrique, telle que j'admire beaucoup la vision 2063 de l'Union africaine, qui met le cap et dit que l'Union africaine devrait se doter de ses institutions financières, économiques, judiciaires, culturelles et tout. Qu'on ait au moins une organisation africaine de la santé aussi, dans laquelle on va financer les chercheurs et essayer de mettre en place des protocoles qui peuvent nous permettre de nous sauver et de résister à ces chocs fabriqués par les laboratoires blancs pour essayer de décimer l'Afrique après l'esclavage, la colonisation, l'impérialisme, le néocolonialisme, les lieux d'indépendance, le napalm au Cameroun, tous ces gens qui ont été tués, partout ils continuent d'être tués. Vous avez parlé de Gbagbo tout à l'heure, on a tué Kadhafi comme on a vu. Nous les jeunes Africains, nous disons, il va bien falloir que les Blancs nous laissent tranquilles, nous ne sommes pas, on ne peut pas être aujourd'hui victime de nos richesses naturelles que Dieu nous a données et que nos parents se sont battus pour les préserver. Ils ont pillé et volé le peu qu'ils pouvaient piller. Aujourd'hui, les Africains veulent prendre en main leur destin, qui nous laissent tranquilles. Et s'ils ne peuvent pas nous accompagner, vraiment, qu'ils s'écartent de la voie, parce que le chemin de l'Afrique est le chemin du développement et de la prospérité. Merci, M. Bessala. Un dernier mot, M. Somba. Oui, tout à fait. Il faudrait que l'Afrique sorte de l'ornière. Et cela nous fait allusion au panafricanisme. Vous avez vu les combats auxquels les Africains ont fait face, c'est-à-dire qu'il faudrait repenser, il faudrait que l'Afrique se remette ensemble, qu'on laisse nos égoïsmes nationaux et nos petites querelles. L'Afrique ne peut que s'en sortir si elle est unie. Ceux qui pensent qu'ils peuvent évoluer seuls, vous voyez l'Union européenne évolue, c'est-à-dire en Afrique maintenant, il faut du lobbying, un nouveau leadership qui fait front à l'Occident.
C'est de ça qu'il est question. Donc, nous pensons que les dirigeants africains, Covid est une opportunité, est une invite aux dirigeants africains de revoir notre manière de fonctionner, tant sur le plan institutionnel, financier, même militaire, avoir des alliances telles que l'OTAN. Et je pense que le professeur Emmanuel Pondi, dans ses écrits, a émis un certain nombre de propositions dans le sens de sortir l'Afrique de l'ornière, c'est-à-dire de la néocolonisation qui continue sur plusieurs facettes. Merci à vous, chers panélistes. Merci, Monsieur Pierre-Cédric Essomba, Monsieur Bessala Martial et à vous, Monsieur Hassan Fouapon, d'avoir répondu présent à notre invitation du jour. Nous vous remercions également, chers téléspectateurs, pour l'attention que vous nous avez accordée aujourd'hui. D'ici là, portez-vous bien. Excellente fête de Pâques à chacun de vous. Au revoir et à dimanche prochain.